Je passe la parole à Jean-Noël Jouzel, donc pour nous présenter les grands axes de son travail. Merci, merci Guillaume. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie d'emblée Laurent Suc, Isabelle Baldi, Antoine Lambert et Henri Bastos d'avoir accepté de jouer le jeu, de lire le livre et d'y réagir. Je suis très très heureux que vous soyez tous là. Euh, Comme Guillaume l'a dit, cet événement aurait dû se produire le 19 mars. Donc moi, c'est la première chose que j'ai rayée sur mon agenda à l'annonce du premier confinement. Ça paraît bien loin déjà, mais merci aussi beaucoup à Samia Ben du CSO d'avoir fait montre d'opiniâtreté et donc d'avoir maintenu un événement autour de la sortie de mon livre, qui maintenant date un peu du coup mécaniquement, parce que c'était il y a un peu plus d'un an qu'il est sorti, mais mieux vaut tard que jamais. Et voilà, je me réjouis que vous soyez là et qu'il y ait beaucoup de monde. Je vais juste dire un petit mot rapide du livre, mais sans entrer dans le détail, parce que je pense que l'idée, c'est de laisser de la place aux réactions des personnes qui ont été sollicitées, et puis aux réactions de vous tous qui assistez au webinaire. Peut-être simplement un tout petit mot pour rappeler ce que Guillaume a déjà dit, c'est-à-dire que les pesticides sont évidemment un foyer, un nid à controverse sans fin. Donc, si je vous dis glyphosate, chlordécone, néonicotinoïdes, SDHI, si vous êtes là, c'est probablement que ces noms ne vous sont pas inconnus. Euh, voilà, ce qui moi, m'a intéressé, pour le dire très, très rapidement, c'est que ces controverses, pas toutes, hein, mais une bonne partie d'entre elles, tournent beaucoup autour de la question de la santé des travailleurs, et donc des effets des pesticides sur la main-d'œuvre agricole, qui est, il faut le rappeler, la population humaine qui est mécaniquement, par construction, la plus exposée à ces produits. Euh, et alors, pourquoi il y a beaucoup de controverses autour des liens entre pesticides et santé au travail? Moi, je crois qu'une partie de la réponse à cette question tient dans le constat d'un paradoxe, en fait, qui est que d'un côté, on sait énormément de choses sur la dangerosité des pesticides pour les agriculteurs, parce que, encore une fois, c'est la main-d'œuvre c'est la population humaine la plus exposée, donc protégée de longue date, hein. Ça fait des décennies, depuis le milieu du XXe siècle, que les principaux États agricoles modernes se sont dotés d'autorisations de mise sur le marché, donc de dispositifs administratifs, de contrôle ex ante des pesticides et de leur dangerosité, en particulier pour les travailleurs. Et sur la base de tests de toxicité in vivo, donc de ce qu'on appelle la toxicologie réglementaire. Alors, on aura l'occasion de reparler de la toxicologie avec Laurence, probablement. Et donc, la toxicologie réglementaire n'est évidemment pas toute la toxicologie, mais c'est une version de la toxicologie qui est celle qui est utilisée par les agences qui évaluent les risques des pesticides et contrôlent leur mise sur le marché. Bref, ça fait des décennies que sur la base de tests de toxicité in vivo, on détermine pour chaque pesticide une dose acceptable d'exposition des agriculteurs qui est censée les protéger. Et donc, évidemment, de ce point de vue-là, on sait énormément de choses sur les pesticides et leur dangerosité, leurs effets sur les travailleurs de l'agriculture. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de doutes autour de cette question, des doutes qui sont liés en particulier, et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui est un peu au cœur du livre, qui sont liés à l'accumulation de données venues d'une autre discipline qui n'est pas la toxicologie, qui est l'épidémiologie, et à la production depuis une trentaine d'années de nombreuses études épidémiologiques qui progressivement sont venues dessiner le portrait d'un risque diffus, mais préoccupant à l'échelle de la population des agriculteurs au moins, puisque ces données épidémiologiques montre que l'exposition professionnelle aux pesticides constitue un facteur de risque qui élève la probabilité de déclencher des pathologies chroniques, parmi les plus connues, la maladie de Parkinson, certains cancers du sang, comme les lymphomes malano-hodgkiniens ou les myélomes multiples, ou encore le cancer de la prostate. Donc, il y a tout un corps de données qui s'épaissit, qui vient d'une discipline qui n'est pas la toxicologie, mais qui est l'épidémiologie, et qui vient jeter un doute en fait sur la fiabilité des politiques publiques qui cherchent à contrôler les pesticides et à protéger les travailleurs de l'agriculture de leurs effets délétères sur la santé. Et donc, cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire
que le même objet, les pesticides et leurs effets sur la santé, selon qu'on l'observe avec la vision un peu microscopique, substance par substance, en laboratoire, des toxicologues ou selon des toxicologues réglementaires, encore une fois, ou selon qu'on l'observe avec la vision plus macroscopique des épidémiologistes qui travaillent en population réelle sur la base de questionnaires ou de données médico-administratives, le même objet, les effets des pesticides sur la santé des travailleurs ne sont pas, apparaissent sous un angle très très différent, sous une lumière très différente. D'un côté, ils apparaissent comme un risque bien connu et bien maîtrisé, d'un autre côté, comme un risque où il y a encore beaucoup d'inconnus et où on peut vraiment se poser des questions sur le degré réel de protection dont bénéficient les travailleurs agricoles exposés aux pesticides. Moi, je crois que ce paradoxe constitue un peu le soubassement épistémique, savant, scientifique des luttes sociales, politiques qui se déploient sans discontinuer autour des pesticides depuis le début du siècle. Voilà, donc ça, c'est un peu le point de départ du livre. En fait, l'idée du livre, c'est surtout d'étudier les relations entre, d'un côté, les évaluateurs du risque, qui donc s'appuient sur les données de toxicologie réglementaire pour appréhender les dangers des pesticides pour les travailleurs agricoles et pour imaginer des modalités de contrôle de ces dangers, et donc les rendre acceptables. Et d'un autre côté, les savants, en particulier les épidémiologistes, qui produisent des données gênantes qui conduisent inévitablement à mettre en doute la fiabilité des politiques publiques qui visent à contrôler les risques professionnels induits par les pesticides. Donc, le livre, en fait, vient étudier et explorer les luttes argumentatives, les luttes de justification entre ces différents acteurs. D'un côté, les évaluateurs de risque, les agences, l'EFSA au niveau européen, l'ANSES au niveau français. D'un autre côté, des chercheurs en épidémiologie qui Qu'est-ce qui produisent a raison au bout du compte alors? Ah, qui a raison? C'est une très bonne question. Alors, bon, le livre n'a pas pour vocation de se prononcer sur qui a raison, qui a tort, mais enfin, il cherche à montrer, à mettre en évidence les mécanismes Les par jeux lesquels, d'acteurs. par lesquels les données des épidémiologistes sont, pour l'instant encore, marginalisées, sinon neutralisées, en tout cas euphémisées, domestiquées, je ne sais pas quel est le bon terme, enfin, minorés par les institutions qui ont en charge l'évaluation des risques des pesticides et leur mise sur le marché, ce qui, pour donner le fond de ma pensée, est à mon avis assez préoccupant d'un point de vue de la santé publique et de la santé au travail. Voilà, et donc d'un côté, il s'agit d'étudier la manière dont des évaluateurs de risque relativisent la portée de ces données épidémiologiques, et d'un autre côté, il s'agit aussi de s'intéresser à la manière dont les savants qui les produisent, les épidémiologistes qui les produisent, et on en a une autour de la table, Isabelle Baldi, donc c'est chouette, elle racontera ça sûrement mieux que moi, eux-mêmes font évoluer aussi leur protocole de recherche pour répondre aux critiques que leur adressent les évaluateurs de risque et essayer de rendre leurs données plus incontournables. Voilà, et donc je finirai là-dessus, mais ce qui est au cœur du livre, ce qui à mon avis est au cœur de ces controverses, c'est les discussions, les débats, les controverses autour de la question de l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides, de la façon de les mesurer, de la façon de mesurer cette exposition et de la façon de la contrôler. Ce qui est au cœur de la rhétorique des évaluateurs de risque pour justifier le maintien de leur modalité ordinaire d'évaluation des risques en dépit de l'accumulation de données épidémiologiques inquiétantes, c'est l'idée qu'un agriculteur qui appliquerait l'intégralité des mesures d'hygiène qui lui sont recommandées sur l'étiquette des produits, et notamment le port d'équipements de protection individuelle, des gants, des combinaisons, peut être correctement protégé. C'est une rhétorique qu'on peut dire de l'usage contrôlé, ou pour prendre le terme qui est le plus employé dans le milieu de la phytoprotection, le safe use. Voilà, donc un usage sûr, un usage sans danger de substances pourtant dangereuses, mais sur la base de la mise en œuvre d'une série de mesures d'hygiène qui sont préconisées effectivement sur l'étiquette des produits. Ce qui évidemment individualise la prévention. Et une partie du livre, notamment la première partie, fait un peu l'histoire de cette individualisation et de la manière dont a émergé cette idée du possible usage sécuritaire, usage contrôlé des pesticides en milieu professionnel, en particulier aux États-Unis. Et le livre montre à quel point cette rhétorique de l'usage contrôlé est intimement liée aux politiques
de promotion et en même temps d'encadrement de la diffusion des pesticides dans les exploitations américaines à partir des années 40. Voilà. Et alors, symétriquement, le livre s'intéresse plutôt dans sa deuxième partie à la manière dont des épidémiologistes qui produisent des données qui indiquent que l'exposition professionnelle aux pesticides constitue un enjeu de santé publique réel, se sont également intéressés à cette question de l'estimation de l'exposition des agriculteurs aux pesticides, qui n'est pas du tout leur cœur de métier d'origine. Hein. Les épidémiologistes ne sont pas des hygiénistes industriels, ce ne sont pas des spécialistes de la mesure de l'exposition. Mais voilà, il se trouve qu'autour des pesticides, il y a eu des projets portés par des épidémiologistes qui ont produit de nouvelles données d'exposition, donc de mesures d'exposition, qui viennent questionner frontalement la possibilité de contrôler l'usage des pesticides sur la base de mesures d'hygiène individuellement mises en œuvre par les agriculteurs. Voilà, donc c'est un peu le sujet du livre est là. Donc, comment ignorer ce que l'on sait renvoie à cette idée que finalement, ces données épidémiologiques qui sont inquiétantes, elles sont connues, et pourtant elles sont peu intégrées dans l'évaluation des risques qui reste adossée à une autre discipline, la toxicologie dans son versant réglementaire. Nos interlocuteurs vont y revenir, je pense, mais est-ce que vous avez, en conclusion de ce livre, des préconisations particulières? Le livre, encore une fois, c'est pas un livre qui a une portée. Voilà, Normative. le livre fait pas, voilà, le livre fait pas de proposition de politique publique derrière, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on est à mon sens, hein, on est dans un cadre de pensée qui reste le même en matière d'évaluation des risques des pesticides depuis des décennies, qui n'a quand même pas tellement changé, qui est probablement de moins en moins, à mon avis, adapté aux données disponibles, et qu'on ne peut pas s'en remettre. Ça ne veut pas dire que, enfin, je suis pas, le but du livre, ce n'est pas de dire qu'il faut renoncer à ce que les agriculteurs se protègent, à ce qu'ils portent des gants, à ce qu'ils portent des combinaisons quand ils utilisent les produits phytosanitaires. Mais ça veut dire que, à mon sens, ce pilier-là de la prévention et de l'évaluation des risques, parce que c'est intégré dans l'évaluation des risques, est beaucoup trop important. On fait reposer dessus un poids beaucoup trop important. Donc évidemment, une conséquence quasi immédiate de ce constat-là, c'est l'idée qu'on n'est pas assez sévère sur l'autorisation de mise sur le marché des pesticides. C'est-à-dire qu'il y a trop de produits problématiques qui encore voient au chapitre sur ce marché-là et auxquels peuvent être exposés les travailleurs sans qu'on soit bien certain que les risques soient maîtrisés. Bien, merci. Merci, à moins que vous ayez encore un mot à ajouter ou... Non, c'est bon. Non, moi, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je pense que, encore une fois, c'est sûrement pas moi le plus intéressant à entendre aujourd'hui. OK. Donc, un paradoxe. On sait beaucoup de choses sur, notamment du point de vue des épidémiologistes, sur les effets des produits phytosanitaires, mais du point de vue des toxicologistes, on voit aussi toujours l'argument que en fait, leur usage ne serait pas dangereux si les conditions sont bien contrôlées. Donc, on est un peu bloqué là aujourd'hui dans ce paradoxe. Alors, Isabelle Baldi, vous appartenez-vous à la catégorie des épidémiologistes. Donc, comment vous voyez ce problème, cette difficulté, et quelle réaction vous avez par rapport au livre de Jean-Noël Jouzel? Très bien, merci beaucoup déjà de m'avoir invité à participer à cette discussion qui a le mérite d'associer des acteurs de différentes parties. Donc, à mon avis, c'est justement ce que reflète aussi le livre, c'est-à-dire de ne pas être partial, de ne pas dramatiser, mais d'essayer de prendre les points de vue des différents acteurs du domaine. Et ça, je pense que c'est réellement une richesse. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de livres sur le sujet. D'abord parce que c'est un sujet qui vend bien, donc on a plutôt intérêt à écrire quelque chose vite, ce qui n'est pas du tout le cas de ce livre. C'est un travail d'enquête qui est minutieux, qui a été mené pendant des années avec des entretiens auprès des différents acteurs assez poussés.
et qui permettent vraiment de voir ce que d'habitude on ne voit pas, justement. Donc, ça me paraît très utile et très important. Alors, ça l'est pour, je pense, généralement les acteurs du domaine, parce que tout le monde apprend quelque chose de l'autre, c'est une évidence. Et c'est aussi important, je pense, pour les personnes qui sont confrontées aux difficultés liées aux pesticides et qui éventuellement sont également malades. Moi, sur un plan personnel, ça m'a beaucoup appris. D'abord, ça m'a appris que je ne parlais pas toujours bien le français, que Jean-Noël a retranscrit tel que je parle, et je me suis fait peur. Je me suis dit, oula, il faut que je fasse attention. Alors là, en ce moment, je suis écoutée, donc maintenant, vous allez tous guetter mes tics et mes erreurs de français. Mais bon, enfin, en tout cas, ça a le mérite d'être vivant, justement, parce que ça restitue les choses telles qu'elles ont été dites. Et c'est important aussi de s'entendre comme on parle, à un moment donné, même si ce n'est pas toujours dans les règles de l'art. Donc voilà, donc c'est effectivement le travail d'un observateur qui s'est voulu extérieur, qui s'est voulu objectif, qui n'a pas cherché à dramatiser ou à prendre un parti, mais plus à essayer de comprendre et d'analyser et de nous retranscrire finalement une vision un peu intelligente de ce qu'on fait un peu bêtement. Donc, je trouve que ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment très riche en enseignements. Et je sais avec quel sérieux, surtout, ça a été mené, et c'est particulièrement bien écrit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, je n'ai aucun intérêt, alors là, aucun conflit d'intérêt, aucun intérêt financier, comme vous voulez, ni dans le livre, ni dans le sujet. Donc, ça me permet d'en parler librement. Donc ça, c'est déjà mon sentiment général sur le livre. Et alors évidemment, quand je vous le dis, ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. Donc moi, ça m'a aussi renvoyé à mes propres façons de voir, ou à mes propres réflexions, parce que je pense qu'en fait, ce qu'on sent dans ce livre, c'est que le thème de pesticides, il est important, mais il y a quelque chose qui dysfonctionne, clairement, alors que chacun pense bien faire. C'est un peu ça le paradoxe. Et que peut-être personne n'analyse vraiment réellement comment il fonctionne, y compris nous les scientifiques. Hein. Ce n'est pas se mettre à l'abri de cette critique, mais je crois que sur ce sujet-là, on a vraiment une matière toute particulière à réfléchir sur la manière dont on s'articule les uns les autres, et ou dont on ne s'articule pas, parce que c'est aussi ça le sujet, je pense. Donc la première chose, Jean-Noël l'a bien établi. Clairement, c'est un sujet sur lequel il y a plein de connaissances. C'est vraiment dans le titre, il y a ce que l'on sait. Pour moi, ce que l'on sait, c'est beaucoup. C'est pas du tout, il y a eu 3 études dans un coin et on est encore dans le doute, etc. C'est pas ça. Clairement, c'est pas ça aujourd'hui. Il y a des connaissances importantes, aussi bien en toxicologie qu'en épidémiologie. Ça, je crois que c'est important à souligner. Les études, elles sont nombreuses. On ne procède pas forcément de la même manière dans les différentes disciplines, mais en tout cas, il y a un corpus de connaissances qui est là, et qui n'est pas complètement, on va dire, utilisé, ou qui ne va pas au bout de ce qu'il pourrait produire en termes de prévention et de société. Donc, ça, c'était le premier point. Alors, pourquoi, d'un point de vue scientifique, on peut se remettre aussi en cause en lisant ce livre, notamment parce que ce qu'on y ressent, c'est une réalité, c'est peut-être les batailles de discipline aussi. C'est-à-dire qu'il y a, alors dans lesquelles certains, sans doute, s'engouffrent, je pense, mais il y a des choses qui sont différentes. L'approche toxicologique n'est pas l'approche épidémiologique. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Clairement, on peut produire des connaissances extrêmement importantes en toxicologie. On peut produire des connaissances extrêmement importantes en épidémiologie. Le problème, c'est que même les scientifiques entre eux ont tendance parfois à à s'affronter, ou à se comparer, ou à considérer qu'ils sont plus importants, ou qu'ils sont moins bien entendus les uns que les autres. Donc ça, je pense que c'est déjà une première erreur qu'on fait sur le sujet, parce que finalement, toutes ces données, elles sont cohérentes. Elles doivent aller ensemble, elles se confortent, elles s'enrichissent. Et je pense que ce qu'on voit chez l'animal ou en laboratoire vient à l'appui de ce qu'on voit dans les populations, et inversement. Et que ça, c'est tant qu'on ne l'aura pas compris, je pense que ces querelles continueront de desservir en fait les connaissances qu'on a sur le sujet. Et je le souligne Il y parce a que quand je même pense… un souci méthodologique, je dirais, de principe, c'est que avant de mettre un produit sur le marché, on peut guère faire que de la toxicologie, on ne peut pas faire beaucoup d'épidémiologie par avance.
on ne peut pas en faire forcément par avance, mais on pourrait en faire plus, on pourrait prendre en compte en tout cas ce qui a déjà été fait, ce qui est réglementairement prévu, mais qui à mon sens n'est pas complètement mis en œuvre, même si on n'a pas forcément pour la nouvelle substance l'information épidémiologique, parce que ça demande du temps à être produit. En revanche, on peut avoir des molécules parentes, ou on peut avoir des circonstances d'exposition proches, on peut avoir des données sur certains sous-groupes d'agriculteurs qui seraient utiles aussi à prendre en compte et qui ne sont, à mon avis, pas complètement exploités. Mais après, M. Bastos peut-être reviendra sur ce point-là ultérieurement, parce que c'est réglementairement prévu qu'on puisse aussi d'emblée réfléchir à comment l'épidémiologie peut apporter quelque chose avant la mise sur le marché. Mais il n'y a pas que la mise sur le marché, il y a aussi ce qui se passe évidemment au-delà de cette mise sur le marché. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ces oppositions pour une raison simple, c'est qu'elles servent d'autres intérêts ou contre-intérêts, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est-à-dire que, notamment, je vais dire l'industrie qui est certainement derrière aussi aujourd'hui les écrans noirs, a sans doute fait un jeu de considérer que la toxicologie avait une chance quelque part d'être bien cadrée avec des procédures et des bonnes pratiques qu'on peut mettre en avant à tous les virages, alors que l'épidémiologie a un peu plus de fantaisie ou de liberté dans sa façon de concevoir ses études, et peut-être justement moins de cadre fixe et définitif, ce qui fait qu'on peut toujours envoyer cette critique en disant « oui, mais il y a le biais là qui fait qu'on ne peut pas tirer de conclusion ». Donc ça, c'est quelque chose qui est, si on est très solidaire entre toxicologues et épidémiologistes et qu'on reconnaît que nos études, en fait, elles convergent, même si elles ont des méthodes différentes, on sera plus solide contre des attaques qui visent à justement diviser et opposer et faire en sorte de discréditer une fois les toxicologues, une fois les épidémiologistes. Parce que du côté des toxicologues, je pense que ce qu'ils entendent, c'est « mais en fait, vous n'êtes pas dans les conditions réelles, vous êtes sur des animaux, donc ça ne sert à rien ce que vous faites ». Donc je pense que des deux côtés, en fait, il y a un jeu qui vise à opposer des disciplines scientifiques qui pourtant ont des intérêts communs. Voilà, alors bien sûr, il reste encore plein de choses à connaître. On a dit ce que l'on sait, il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas encore, et il y a beaucoup de choses, parce que ça, c'est un autre élément qui est souvent mis en avant maintenant. C'est bon, maintenant on sait qu'il y a des effets de santé, ça c'est l'autre versant. Souvent, on a des choses très opposées. Donc, c'est plus la peine de faire des études. Donc, arrêtons-nous là et maintenant, faisons des choses. Oui, faisons des choses, mais continuons les études. Par pitié, parce qu'il y a encore beaucoup de choses où il manque, non pas parce que j'ai besoin de vivre, je continuerai de vivre, même si je ne fais plus aucune recherche demain, on continuera de me laisser dans mon siège de professeur à l'université et personne ne viendra m'embêter. Donc, ce n'est pas dans ce sens que je le dis. C'est juste que je pense qu'il y a vraiment des domaines qui sont encore des zones d'ombre importantes qu'il faut combler sur des molécules pesticides qui sont sur le marché. Pardon ? Du style, enfin, vous pouvez donner quelques Oui, exemples? je peux donner un exemple. Prenons la classification comme cancérogène des pesticides. On considère, on va être grossier, qu'il y a à peu près 1 millier de substances actives qui ont été mises sur le marché un jour en France, et il y en a 60 qui ont été évaluées par le Centre international de recherche sur le cancer, c'est-à-dire 6%, si je ne fais pas une erreur de calcul trop grossière. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas pour 94% si on doit les classer comme des cancérogènes ou non. C'est quand même quelque chose qui doit interpeller. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'on n'a pas les études toxicologiques et épidémiologiques qui permettent de répondre à cette question. C'est-à-dire qu'on n'a pas une évaluation qui soit possible parce qu'il n'y a pas assez de connaissances sur les substances en question qui ont été mises sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes dangereuses et qu'il faut tout de suite s'alarmer et se cacher. Non. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il faut se rassurer en disant « Ah, mais on ne connaît que quelques cancérogènes parmi les pesticides. » Bah oui, bien sûr, puisqu'on ne les a pas évalués tous. Donc, il y a encore beaucoup de connaissances sur ça, par exemple. J'aurais plein d'autres champs, mais je vais laisser les autres parler, sinon ça, je vais prendre trop de place. Mais il y a aussi la question des populations fragiles, des gens qui ont des comorbidités, etc., où on ne sait à peu près rien sur les effets des pesticides. Voilà, donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est certainement pas très bon encore pour se faire entendre. On parle effectivement de ce qu'on doit aussi apprendre à voir, mais entendre, peut-être parce qu'on n'est pas très bon en communication, ça je crois que c'est assez vrai, parce que peut-être aussi chacun essaye un peu de tirer de son côté. C'est l'avantage de ce livre, c'est qu'il est neutre, c'est un observateur extérieur qui ne cherche pas
à donner la part plus aux uns qu'aux autres. Peut-être aussi parce qu'il y a des alertes des fois qui ne sont pas fondées, on ne s'est pas appuyé sur des données scientifiques qui soient solides, et que ça discrédite. On le connaît dans le domaine du Covid. Ce n'est pas parce qu'on va crier au loup sur toutes les chaînes en disant c'est moi qui ai la solution, c'est moi qui ai le médicament qui fonctionne et tout le reste ne doit pas être entendu, qu'on a raison. Il faut savoir aussi alerter à bon escient. L'expression crier au loup, on la connaît, on sait ce que ça produit aussi. Si derrière, il n'y a pas de fondement, la deuxième fois où on crie au loup, il n'y a plus personne qui écoute. Donc, ça a quand même un effet, à mon avis, très négatif. Voilà, je vais m'arrêter parce que j'aurais plein de choses à dire, mais je suis beaucoup trop bavarde et Jean-Noël le sait, donc je vais essayer d'être sage. Voilà, merci de Merci m'avoir beaucoup. écouté. Donc, effectivement, des difficultés entre disciplines, mais la nécessité plutôt de se compléter, de s'articuler mieux, et encore beaucoup de choses à faire, y compris sur le plan de l'épidémiologie. Alors, Henri Bastos, vous êtes au cœur de ces controverses puisque vous travaillez à l'ANSES. Comment est-ce que vous avez réagi au livre et quel point de vue vous avez sur ces débats? Alors oui, effectivement, moi je travaille à l'ANSES, alors plutôt avec un background, si je puis dire, en toxicologie réglementaire, mais plutôt du côté des produits chimiques industriels, hein. Je ne suis pas au cœur de ces controverses sur le système des autorisations de mise sur le marché, mais je l'observe depuis mon activité plutôt de suivi en santé-travail, et puis parce que j'ai été mobilisé dans une expertise qui fait référence, qu'on a produite en 2016 sur l'exposition des travailleurs agricoles. Donc, et j'ai eu l'occasion justement de travailler avec Isabelle, enfin toutes les personnes autour de la table dans ce cadre-là. Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis toujours très intéressé, moi, à titre personnel, et je trouve toujours très intéressant ces analyses systémiques des modalités de production des savoirs scientifiques dans le cadre de l'évaluation et de la gestion des risques des substances chimiques et ici des pesticides en l'occurrence, hein. Elles nous permettent en fait de prendre du recul, de penser le dispositif dans lequel on évolue depuis un autre point de vue, hein, c'est ce qui vient d'être dit, et peut-être de rendre visible aussi ce qu'on peut sans doute pas voir depuis notre fenêtre d'analyse, et bien entendu nous faire envisager des pistes d'évolution ou de contribuer à l'amélioration du dispositif dans son ensemble et sur nos pratiques. Après, le tout, c'est de savoir voilà, quel est le bon cadre d'action. Alors, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, parce que la deuxième partie du bouquin, je la connais un peu mieux, parce que j'étais un peu au cœur de ces discussions, mais j'ai particulièrement apprécié l'approche socio-historique, hein, de la mise en place de l'hygiénisme agricole, particulièrement intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre, enfin moi en tout cas c'est la manière dont je l'interprète, comment s'est mis en place progressivement le processus de normalisation, hein, surtout aux États-Unis, puis après en France dans une autre mesure, hein, un processus de normalisation en fait qui trouve son origine au moins aux États-Unis, dans diverses conflictualités, hein, qu'elles soient sociales au départ ou techniques et scientifiques à un moment donné. Et justement, à un moment donné, ces tensions, elles se résolvent d'une certaine manière par la mise en place de règles communes qui impliquent la recherche ou l'atteinte d'un consensus scientifique qui va fonder ce cadre réglementaire dans lequel sont évalués les produits chimiques, et en particulier les produits phytosanitaires. Et je pense que c'est des mécanismes en fait qui valent aussi pour l'ensemble des substances chimiques. Alors, ce cadre, dont l'objectif affiché, au moins dans les considérants des règlements européens tels qu'ils sont écrits aujourd'hui sur l'évaluation et la gestion des produits chimiques dans leur ensemble, il vise à assurer à la fois la préservation de la santé et de l'environnement, et tout en permettant d'assurer la production et le développement économique. Ce sont les considérants de ces règlements. Et en fait, oui, L'équilibre est bien assuré aujourd'hui? l'équilibre, il est conflictuel, c'est-à-dire ce sont voilà, par définition, des notions qui sont pas tout de suite, enfin qu'on n'imagine pas forcément toujours convergentes. Donc c'est un équilibre à assurer. Alors moi, ce que je voulais rappeler, c'est que oui, l'évaluation des produits réglementés, elle évolue dans un cadre bien déterminé, hein, et elle nécessite une certaine normalisation.
lorsqu'elle intègre notamment des données nouvelles et des nouveaux modèles. C'était au cœur justement soit de ce qui vient d'être dit, soit du livre de Jean Noël. Alors, il y a des enjeux juridiques, opérationnels, hein, pour la mise en œuvre concertée avec l'ensemble des pays membres et des parties prenantes, des mesures d'évaluation, d'autorisation, d'interdiction, de retrait des produits. Euh, et, euh, et pour autant, en fait, chaque pays, il y a quand même la capacité de bloquer, hein, des mises sur le marché. Quand on estime qu'on regarde des données scientifiques qui existent et qui sont disponibles, il y a un risque imminent pour la santé et l'environnement. Voilà, on a su le faire à plusieurs reprises. Moi, je citerai l'époxyconazole en 2019. Bon, il y a d'autres exemples, voilà, qui pourraient être indiqués, mais et puisque c'est une thèse de l'ouvrage de Jean Noël, hein, je pense qu'il y a malgré tout une capacité des agences d'évaluation à prendre en compte des nouvelles connaissances, mais aussi ce qu'on appelle les données dans le livre, ce qui est qualifié de savoir inconfortable ou de savoir gênant. On est capable de les rendre visibles, de les mobiliser dans les différents cas dans lesquels on intervient, comme l'attestent nos travaux, hein. Je rappelais là nos travaux sur les travailleurs agricoles, l'exposition des travailleurs agricoles, ou nos travaux actuels d'expertise du lien entre l'exposition aux pesticides et le cancer de la prostate, notamment dans le cadre de notre toute nouvelle mission d'expertise préalable à la création des tableaux de maladies professionnelles, hein, pour citer que ces travaux. Et in fine, ça nous permet quand même de faire progresser la prévention. Alors peut-être qu'il faut sortir effectivement du cadre, parce qu'on ne peut pas toujours prendre en compte un certain nombre d'informations dans le cadre notamment voilà, d'une analyse substance par substance de données épidémiologiques qu'on a à connaître. Alors en conclusion de son ouvrage, Jean Noël nous invite à penser un peu une stratégie de prévention beaucoup plus large que la quête on va dire, de vêtements de protection efficaces et compatibles avec les conditions de travail ou la nécessaire sensibilisation, formation et l'information des agriculteurs qui est nécessaire. Alors, je caricature peut-être un peu les propos, mais pour lui, la réflexion, elle passe par une nécessaire refonte des principes de la mise en marché des pesticides et par conséquent des modes de production agricole. Alors, effectivement, c'est un enjeu politique et sociétal, mais qui dépense largement les prérogatives de l'agence. À quoi ressemblerait cette refonte? Est-ce qu'elle serait de nature à améliorer encore la préservation de la santé et de l'environnement, tout en répondant aux différents enjeux, notamment alimentaires, tout en sachant que les agriculteurs ne sont pas exposés qu'à les pesticides, hein, mais aussi à d'autres nuisances, et puis un ensemble de pesticides, hein. Donc, encore une fois, les limites de l'approche substance par substance peuvent tout à fait être évoquées. Alors, peut-être que ce sont des pistes de réflexion et de travaux complémentaires qui sont envisagés au CSO, je ne sais pas. Mais enfin, ce qui est important pour nous, c'est de continuer de produire de la connaissance. Comme l'a rappelé Isabelle Baldi, oui, il faut continuer de produire de la connaissance et être en capacité d'analyser voilà, des données robustes dans les cadres voilà, dans lesquels on évolue et que je viens de rappeler. Voilà ce que je peux dire un peu en introduction, puis ma fenêtre d'analyse, hein, et mon champ de compétences. On va y revenir, je pense, avec Laurent Suc derrière, mais sur la question de l'appréciation substance par substance, par exemple, c'est des choses sur lesquelles les organismes réfléchissent Mais ou oui, sont en train de modifier leurs procédures? modifier les procédures, c'est-à-dire, voilà, on évolue dans ce cadre-là que je viens de rappeler, mais bien entendu qu'effectivement, on participe à des travaux de réflexion sur ce qu'on appelle les effets cumulés, les effets cocktails des substances prises dans leur ensemble, parce que effectivement, voilà, les agriculteurs notamment, mais tous les travailleurs d'une certaine manière qui ont à être à évoluer dans les processus de travail qui impliquent l'exposition à des substances chimiques sont exposés, non pas d'ailleurs qu'à des cocktails de substances, mais parfois aussi à d'autres types de nuisances, comme les horaires décalés, voilà, le travail de nuit, qui peut concourir aussi à moduler ces expositions. Donc, oui, c'est très important de continuer de maintenir ces travaux de réflexion scientifique et méthodologique. Ce sont des vrais défis de savoir comment ces cocktails de substances chimiques qui vont être finalement assez spécifiques à des modes de production ou à des individus peuvent être évalués, et comment on va prendre en compte dans les cadres dans lesquels on évolue ces nouvelles connaissances pour améliorer encore la protection de la santé des travailleurs. Donc oui, on finance des projets, on participe à des travaux méthodologiques et scientifiques, notamment au niveau européen ou au niveau national. La réponse est oui. Bien, merci. Donc, en particulier, une approche socio-historique très intéressante dans le bouquin, et sur la base
notamment de l'exemple des États-Unis. Donc, un équilibre qui reste à travailler, en particulier sur les manières de travailler des agences. Avant de passer la parole à Laurent Suc, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà découvert, mais sur l'onglet Q et R, questions et réponses, qui se trouve normalement en bas de votre écran, vous pouvez poser des questions sur lesquelles ensuite, enfin, que je retransmettrai tout à l'heure à nos intervenants pour animer le débat après ce tour de présentation et de réponse initiale. Donc, Laurent Suc, vous appartenez, vous, au camp des toxicologues, mais en même temps, vous avez aussi une réflexion, je crois, sur la philosophie des sciences, je dirais. Comment est-ce que vous avez réagi à ce livre et quelles conclusions vous en tirez et quelles préconisations vous feriez d'ailleurs? Merci beaucoup. Oui, tout un programme, effectivement. Donc je suis Laurence Huck, je suis directrice de recherche à l'INRAE, qui est un institut public de recherche. Donc, j'effectue de la toxicologie, mais je tiens à préciser qu'il y a toute une gamme de couleurs de toxicologues, notamment présentées dans le livre. Donc, pour vous positionner, moi, je travaille sur l'évaluation du danger. Je dirige une équipe de recherche qui travaille sur les polluants organiques persistants et aussi les pesticides en lien avec les maladies chroniques et leur émergence. Donc, je suis en toxicologie fondamentale et j'évalue les dangers selon les canons de la science académique. Et vous n'avez pas d'intérêt avec les producteurs? Oui, et je n'ai pas de conflit d'intérêt, en tout cas avec les producteurs de pesticides. Et mes recherches sont entièrement financées par le public et par des associations d'utilité publique que je remercie, la Fondation ARC, la Ligue contre le cancer et la Fondation pour la recherche médicale. C'était la petite page pub. Mais je tiens à dire que la société civile sont beaucoup moins dans le déni des connaissances que l'on a sur pesticides et santé, et je les en remercie parce que ça nous aide grandement dans la conduite de nos recherches. Donc, concernant le travail que tu as fait, Jean-Noël, je te remercie parce que j'ai appris énormément de choses sur l'histoire en fait, de la mise en place de la réglementation des pesticides. Et j'avoue qu'en tant que toxicologue, j'y suis rentrée sur une question assez simple. Est-ce qu'en consommant une pomme recouverte de pesticides, est-ce qu'on s'expose à des risques, notamment de développer un cancer? Et c'est vrai que comme je l'ai lu aussi dans le livre, comme Isabelle Baldi et Pierre Le Bailly, quand ils ont commencé à vouloir faire des mesures d'exposition aux pesticides, ils pensaient ne pas trouver d'exposition sur les patchs. Et ben, moi aussi, je pensais que je n'allais pas avoir de résultats positifs avec les pesticides. Et à ma grande surprise, en fait, on a trouvé donc, des effets cancérigènes, en tout cas, de niveau tout à fait équivalent à des hydrocarbures aromatiques polycycliques et aux dioxines sur lesquels je bossais depuis déjà 10 ans. Donc, cette problématique-là nous a beaucoup interpellés et mon équipe de recherche travaille là-dessus. Donc, j'ai plusieurs réflexions sur le livre. Donc, déjà, en partant du titre, qui est quand même Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait, je tiens à dire que quand mon fils a lu Comment ignorer ce que l'on sait, sur le livre qui traînait sur mon bureau, il m'a dit, mais comment on peut arriver à ignorer ce que l'on sait? Et finalement, la réflexion très naïve, je dis, bah, tu sais, il faut être très habile pour arriver à faire ça. Et finalement, il faut lire 250 pages de tout ça pour comprendre. Et en plus, quand je l'ai lu, pour moi, il y a eu que je ne pensais pas découvrir cette ignorance de savoir-là. Je vais m'expliquer. Donc, pour en revenir à l'évaluation qui est faite du risque pour les pesticides, l'évaluation du risque prend en compte deux facteurs. La caractérisation du danger, ce qui est mon métier, et la caractérisation de l'exposition. Et donc, est-ce qu'on est réellement exposé à ce danger? Et c'est vrai que là, c'est surtout la partie caractérisation de l'exposition qui est traitée là. Et donc, j'ai découvert tout un champ d'ignorance, enfin de création d'ignorance en tout cas, que j'ignorais moi-même.
dans le sens où j'étais surtout persuadée qu'on remettait surtout en question le danger des substances et pas l'exposition. Parce que je me disais, c'est plus dur d'ignorer l'exposition, puisqu'à partir du moment où on a des mesures où on passe par de l'analyse chimique, ben, si on mesure, on quantifie. Donc, si on quantifie, on va. Donc, en fait, cette production d'ignorance, au final, je trouve qu'elle est assez, en tout cas éclairante, c'est que l'idée est de pouvoir autoriser les substances avec un risque qui est dit acceptable. Donc, pour avoir un risque acceptable, il faut évaluer le danger et évaluer l'exposition. Et donc, l'idée, c'est de mettre l'un des deux facteurs à 0, et comme ça, le risque est acceptable. Et finalement, cette production d'ignorance à partir des savoirs se joue sur plusieurs paramètres. Et c'est vrai que pour moi, j'ai 4 points d'analyse du livre, notamment, donc, si je commence en tant que scientifique et donc de toxicologue. En fait, je suis productrice de savoir inconfortable, comme Isabelle. En plus, les savoirs inconfortables, si vous voulez, moi, je les produis depuis 2001, où j'étais bébé toxicologue. Je travaillais donc sur les hydrocarbures. Mais en fait, ces savoirs inconfortables n'étaient pas ignorés, puisque finalement, il n'y avait pas derrière des enjeux d'autorisation de mise sur le marché, des enjeux économiques aussi forts. Et finalement, les connaissances que je produisais n'étaient pas soumis au feu de la controverse. C'est-à-dire qu'on pouvait publier des journaux, des publications scientifiques, et on ne peut pas me dire, oui, mais là, en fait, la preuve que tu avances, elle n'est pas dans des lignes réglementaires ou ceci ou cela. Et il n'y avait pas ce côté de vouloir capturer ma méthode scientifique pour mener des études de toxicologie. Et finalement, à partir du moment où on a en tout cas décidé avec ma collègue Elisa Boutet de travailler sur les pesticides, on s'est quand même retrouvé un peu plus oppressé sur la façon dont on devait pratiquer la toxicologie. Et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas vraiment réalisé, mais ce ne me paraît pas, en tout cas, être dû au hasard. Et finalement, on se rend compte qu'on est dans tout un système d'influence et de capture de la science par différents enjeux. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que les enjeux conflits d'intérêts industriels, financement des recherches, mais il y a aussi tout un système, et notamment par la réglementation, les agences, qui sont d'une complexité assez sidérante. Enfin, quand on lit comment ça a été élaboré aux États-Unis et comment c'est en France maintenant, donc c'est assez perturbant. Et en fait, on se rend compte qu'on se dit, mais est-ce que finalement, la production de savoir que je suis censée faire en tant que mission de chercheur dans l'institut public, est-ce qu'on me donne tous les moyens, est-ce que ma connaissance que je génère ait un impact sociétal? En fait, j'ai vraiment l'impression que pas du tout. Donc, et c'est vraiment ce qui est décrit là-dedans, et je partage entièrement l'analyse d'Isabelle sur le côté épidémio, qui est finalement un miroir de ce que je vois côté toxico. Et l'une des bonnes nouvelles quand même, c'est qu'après avoir, donc j'ai quand même rencontré Jean-Noël il y a quelques mois, avant d'avoir lu le livre, ce qu'il faut se rendre compte et qui me gêne, c'est qu'en toxicologie, on produit un savoir qui est ignoré, mais maintenant, il ne faut plus ignorer qu'on ignore notre savoir pour changer nos pratiques et la façon dont on utilise les connaissances qu'on produit. C'était le premier point. Deuxième point, l'ignorance de ces connaissances. Pourquoi finalement elles sont ignorées? Tout ça, donc je l'ai un peu expliqué, c'est qu'on se retrouve en fait à devoir remettre en question tout un système et le système de réglementation. Et j'aurais des questions pour vous, Monsieur Henri Basteau, parce que comme vous dites qu'effectivement il faut produire des connaissances pour enrichir, il y a quand même des preuves, en tout cas au niveau de l'exposition, qui ont été mises, en tout cas sur le tapis de nombreuses fois par rapport à l'inefficacité des combinaisons de protection donc des agriculteurs, qui montrent une exposition réelle et qui n'a eu aucune conséquence sur la réglementation. Et en fait, le problème de tout ça, c'est qu'on n'est pas seulement en train de remettre en cause un système d'évaluation des pesticides, mais de devoir finalement engager au niveau sociétal les changements que l'on voudrait pour avoir un meilleur système de production alimentaire, de production agricole, en préservant la santé, les écosystèmes et notre qualité de vie. Donc tout ça, finalement, fait que la production de l'ignorance n'est pas seulement avec tout un système
qui est mis en place pour un peu noyer le poisson, mais c'est qu'il y a aussi, à un moment donné, un enjeu sociétal qu'il faut que nous tous et nous tous prenons en compte, dire, bon, mais est-ce qu'on veut continuer dans ce système-là? Est-ce qu'on veut avoir encore une bureaucratie pour gérer ces centaines de substances actives qui ne sont pas gérables? On dit, oui, mais créons toujours l'incertitude, il nous faut des systèmes simples pour évaluer l'exposition, pour évaluer le danger. Mais en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, on pourrait arrêter et refuser ce système-là pour passer dans un système plus simple, c'est-à-dire on ne peut pas autoriser des produits dangereux puisqu'on n'arrive pas à contrôler les maladies qu'ils peuvent provoquer et la protection par en tout cas les recommandations des bonnes pratiques agricoles ne marche pas. Et je veux dire, là, au niveau de l'épidémiologie, on commence quand même à accumuler des données qui ne vont jamais aller à un moment où on ne va ne plus avoir de problème. Et là, on raisonne encore au niveau des pays riches, je dirais. Donc, là, on parle des États-Unis, de la France, mais imaginez, tous les pesticides sont utilisés au niveau mondial et ils n'ont pas du tout une réglementation aussi stricte, ils n'ont pas du tout de protection individuelle. Donc ça pose quand même aussi des problèmes aussi dans les conflits nord-sud qu'il peut y avoir. Mon troisième point concerne aussi pourquoi ces connaissances sont-elles ignorées? Elles sont aussi ignorées, je pense, parce qu'elles touchent la vie de personnes, de gens qui sont, que je pourrais qualifier rapidement de petites gens, c'est-à-dire des personnes qui vont être des saisonniers et qui vont aller cueillir les fruits, ou des personnels qui ne sont pas toujours vraiment bien reconnus et considérés dans leur métier par rapport aux biens qu'ils font par rapport à la société, que nous, on est content d'avoir des pêches en été parce qu'ils ont été cueillis par des gens, mais ces gens-là s'exposent pour nous. Et finalement, tous ces travailleurs, les travailleurs agricoles, finalement, peut-être ne sont pas assez bien considérés, et notamment par rapport aux puissants, pour que les maladies auxquelles ils sont touchés, en fait, n'aient pas une répercussion en termes de politique de santé publique. Et ça, c'est très perturbant. Parce que typiquement, en travaillant sur le cancer est une maladie profondément inégalitaire et les personnes qui travaillent, donc les professions, enfin, en tout cas qui travaillent dans l'exploitation agricole sont aussi des personnes qui ont des faibles revenus, qui vivent dans des milieux qui ne sont pas forcément sains. Je parle de l'habitat. Enfin, donc, ils cumulent en fait des mauvaises conditions de vie. Et c'est des personnes-là qui sont les plus touchées par les cancers et qui vont être aussi plus réfractaires au traitement et qui vont donc avoir une qualité de vie vraiment dégradée. Et donc, le fait d'ignorer toutes ces connaissances-là aussi affecte des couches de la société de façon complètement inégalitaire. Donc, la réglementation des pesticides entretient ce système-là au niveau social. D'accord. Ensuite, il y a ce côté, on nous dit mais c'est très complexe de caractériser l'exposition, de caractériser le danger. Mais en fait, je pense que la complexité que l'on met par rapport à ces caractérisations-là viennent du fait que ce sont des problèmes qui ne concernent pas les riches, mais qui concernent plutôt les pauvres. Parce que quand on regarde un téléphone portable, c'est quand même quelque chose qui est relativement complexe. Vous voyez ici, si je veux, je n'ai pas ça, mais si je voudrais, je pourrais ouvrir les stores de ma maison à Toulouse. Et finalement, est-ce que cette complexité-là, est-ce que ça a été un obstacle pour faire des trucs complètement, je ne sais pas si on va dire géniaux, mais un peu qui peut-être étaient impensables il y a 30 ans? Et est-ce que c'est juste le fait qu'il y ait un manque de volonté de vouloir décrypter la complexité de quelque chose qui fait qu'en fait, on dit oui, mais on a toujours des incertitudes, c'est trop complexe à étudier. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont complexes à étudier, mais c'est une question de volonté et de mise en marche de cerveau pour arriver à résoudre des soucis. Donc, il y a des problèmes qu'on peut résoudre, à mon avis. Et enfin, je vais terminer par rapport à la science et qui produit ce savoir inconfortable. Il y a quand même, je me questionne sur la position des scientifiques dans tout ce système-là, c'est-à-dire comment on peut se contenter de se dire, ah ben moi je fais mon travail, je produis du savoir, qui est peut-être que certains vont juger inconfortable, d'autres vont l'ignorer, mais il y a quand même une mission de scientifique, en tout cas de s'assurer que le savoir que l'on produit
que l'on produit sur les données de la société, hein, qui évidemment, je suis payée je suis fonctionnaire, mes recherches sont payées par l'État, et donc j'aimerais qu'elles aient des impacts bénéfiques sur tous les citoyens et les citoyennes. Et donc, il y a un moment aussi où je pense que les scientifiques doivent aussi se rappeler, je ne veux pas être donneuse de leçons, mais ce que je veux dire, c'est que là, moi, quand je lis ton ouvrage, Jean-Noël, ça met en péril ma vocation de scientifique à la base, hein, qui était voilà, moi, je veux être toxicologue parce que je veux éradiquer le cancer dans le monde. Mais en fait, quand je vois ça, je suis un peu effarée. Donc, voilà, j'ouvre plein de questions. Et je voulais aussi rajouter un petit point. C'est que donc, je travaille depuis maintenant quelques mois avec Pierre Le Bailly, un petit peu aussi avec toi, Isabelle. Et je savais un petit peu votre histoire, mais quand je l'ai lu à nouveau à travers la plume de Jean-Noël, j'ai été énormément touchée et hyper ébahie par la force de travail, l'acharnement que vous avez eu pour mener tout ça. Et en plus, vous êtes des pionniers mondiaux dans cette démarche. Et donc, j'aimerais vraiment vous remercier de ça et de vous dire bravo et continuez. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, une difficulté qui apparaît notamment parce que ces sujets concernent notamment des gens qui sont souvent pauvres ou dans des positions de faiblesse sur le plan sociologique. Alors, Antoine Lambert, vous êtes justement un représentant d'une association de phyto-victimes. Merci de nous avoir rejoints. Donc, vous n'avez pas forcément pu suivre tout le début, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous avez pensé du livre de Jean-Noël Jouzel et quelles conclusions vous en avez tirées? Comment ça a résonné avec les combats que vous menez? Oui, bonjour à tous. Alors, je sais pas, je suis désolé d'arriver en cours de route et de pas pouvoir pu écouter les autres intervenants. Je sais que c'est enregistré, donc je me ferai un plaisir de les réécouter par la suite, parce que j'imagine que l'échange a été riche. Bon, c'est pas évident de rentrer dans un débat comme ça alors qu'on n'a pas eu le départ, mais j'entendais Laurence et les derniers propos qu'elle tenait et qui font étincelle comme ce que j'ai pu lire dans le livre de Jean-Noël. Et évidemment que c'est triste de voir, je ne vais même pas dire d'apprendre malheureusement, mais de constater une fois de plus vous avez créé des références, des acquis, des connaissances, parce que nous, au sein de l'association, c'est pas ce que l'on fait, on est sur le terrain, on aide les gens, et on voit un petit peu ce qui se passe. Et en fait, aujourd'hui, des connaissances, il y en a partout. Alors, il y en a évidemment qui font de la controverse, mais il y en a partout et tout le monde s'applique à les ignorer ou à ne pas en tenir compte. Et ça, malheureusement, c'est à tous les niveaux et c'est bien expliqué dans son bouquin. Nous, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Alors, j'ai pas prévu de faire un grand discours et je ne sais pas trop le temps qui m'est imparti, mais je voudrais ramener juste à cela à deux exemples. Je vais reprendre par rapport à ce que disait Laurence, ça fera suite un peu, par rapport aux travaux qui ont été faits il y a quelques années maintenant, enfin quelques mois, c'est pas si vieux que ça, à l'agence sur l'exposition des travailleurs agricoles, qui décrit très bien la problématique. Mais je ne vois pas derrière en quoi ça puisse se traduire. On a des doutes, on a déjà eu quelques échanges avec l'agence, que c'est les doutes qui ont été levés, les problématiques qui ont été levées dans ces travaux-là, qui sont des travaux internes à l'agence, hein, puisque de mémoire, enfin ça, Henri me contredira éventuellement, d'une autosaisine de l'agence, je crois, hein, de mémoire. Donc c'est que ça faisait quand même, ça questionnait l'agence. Et donc aujourd'hui, il a été mis au jour un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de savoirs, même avec des trous, mais on continue. Je ne sais pas ce qui a été fait en l'occurrence par rapport à tout ça, et on a l'impression que rien ne change. Et nous, on le voit en traduction sur le terrain,
puisque la particularité de l'association, c'est qu'on accompagne des victimes. Donc malheureusement, pour cela, il est souvent, enfin le mal est fait. On les accompagne dans leur parcours du combattant pour essayer de minimiser les problèmes qu'ils ont derrière, de les faire, de les recenser, parce qu'une victime, elle existe que lorsqu'elle est recensée, sinon elle est invisible et on ne la voit pas. Et éventuellement de les faire indemniser quand c'est possible, parce que eux, ça peut les aider au quotidien. Mais malheureusement, on fait aussi des interventions dans les écoles auprès de futurs publics qui utiliseront les pesticides demain. Et on se rend compte qu'en fait, les élèves d'aujourd'hui font la même chose que ce qu'on faisait il y a quelques générations. Moi, j'ai plus de 50 ans. On retrouve des élèves qui font exactement ce qu'on faisait nous. Mais nous, à l'époque, on nous disait que les produits n'étaient pas forcément dangereux. On n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Le sujet, je ne sais pas s'il était tabou. Alors, je sais qu'il y avait des connaissances parce que ce soit Jean-Noël et Giovanni ont publié des choses là-dessus et j'ai déjà vu quelques travaux, que même dans les années 60, il y avait des connaissances, mais qui étaient pas plus vulgarisées que ça. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est la même chose. On est 50 ans ou 40 ans après, et puis c'est passé quoi? Il ne s'est passé rien. C'est-à-dire que les gens qui utilisent ces produits, alors qu'il y a eu un certificat de mis en place, alors qu'on en parle, je ne vais pas dire tous les jours à la télé, mais régulièrement, eh bien, il ne se passe rien. Et les gens se mettent en danger de la même manière qu'il y a quelques années. Donc, le savoir, les connaissances, tous les travaux qui sont faits, désolé Laurent si ça coupe l'envie que tu avais de travailler sur ces sujets-là, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se fait plein de choses, il se dit plein de choses, on sait plein de choses, et derrière, il ne se passe rien. C'est dramatique parce que si on reste dans les mêmes pratiques qui se faisaient il y a quelques années, on aura les mêmes problèmes avec ces générations-là. Je ne vois pas ce qui changerait. Bon, après, il y a quelques évolutions de produits éventuellement, mais bon, on découvrira peut-être d'autres toxicités ou d'autres risques. Donc, on va tourner en rond et on n'avance à rien. Voilà, je sais pas. Après, je préfère à la limite rentrer dans un débat plutôt que de. On va rentrer dans un débat. La parole. Mais peut-être avant de rentrer dans ce débat et de répercuter un certain nombre de questions qui ont déjà été posées donc sur l'onglet Q&R, Jean-Noël, vous auriez une première réaction par rapport à ces différentes interventions, réactions par rapport à votre bouquin? D'abord, ma première réaction, c'est merci à tous les quatre pour votre lecture. C'est toujours très, très précieux. C'est très précieux d'être lu quand on écrit un livre, ça va un peu de soi, mais c'est très précieux d'être lu quand on fait de la sociologie par des acteurs de terrain, finalement que vous êtes tous d'une manière ou d'une autre. Et enfin, votre retour, voilà, pour moi, c'est très riche. Je n'ai pas de réaction globale, il y a plein de directions dans lesquelles la discussion pourrait partir. En tout cas, voilà, je pense que vous avez tous souligné la difficulté dans laquelle on est. Encore une fois, plein de choses sont sues sur les pesticides, mais en tenir compte d'un point de vue de politique publique, c'est pas évident. Alors, je vois qu'il y a dans les questions et réponses, il y a plusieurs interpellations qui sont… il y a des questions pour moi, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Il y a des interpellations pour Henri et les réactions de l'ANSES. Enfin, voilà, Henri en a parlé, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à développer encore. Voilà, redire, Laurence, merci beaucoup pour ton intervention aussi. C'est riche. Et je redis quelque chose que j'ai dit peut-être un peu vite en passant. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Évidemment, la toxicologie dont il est question dans le livre là ne résume pas du tout toute la toxicologie autour des pesticides, qui est un domaine évidemment abondamment étudié. Et c'est toujours un peu caricatural de dire ça, mais on distingue classiquement une toxicologie réglementaire, très dans les clous de ce qui est attendu du point de vue de l'évaluation des risques des produits chimiques, en particulier des pesticides. Une toxicologie plus fondamentale, qui est celle que tu pratiques, Laurence, et il n'en est pas du tout question dans le livre. C'est pour ça que je tenais à ce que tu sois là, c'est parce que je trouve ça intéressant aussi de voir que la toxicologie n'est pas juste une productrice de données rassurantes pour les évaluateurs de risque, mais qu'elle peut aussi beaucoup les challenger d'un autre point de vue. Le livre, il porte plutôt sur l'épidémiologie de ce point de vue-là, mais on pourrait faire
pourrait faire un travail similaire sur la manière dont des toxicologues viennent secouer l'arbre de l'évaluation des risques des pesticides et de la manière dont c'est difficile également d'incorporer les données qu'ils produisent dans les politiques de contrôle de ces produits. Voilà, mais puis merci beaucoup Isabelle, c'est évidemment super. On a eu plus l'occasion de discuter, mais c'est très, très chouette d'avoir ton retour là en direct. Et Antoine, merci beaucoup aussi, ça donne évidemment beaucoup de chair. Et puis ça me permet d'annoncer un peu la suite du programme, que je travaille sur un futur livre qui porte pour le coup plus sur les parcours de victimes, dont il est très peu question dans ce livre. Antoine a glissé un prénom là qui est allé un peu vite et ça me permet de lui rendre justice. Giovanni en question, c'est Giovanni Prete, c'est mon camarade. Donc, je n'ai pas écrit le livre avec lui, mais dans le livre, il y a un chapitre, le dernier chapitre, qui est qui est une version remaniée d'un article que nous avons coécrit, après le reste, mais plus propre. On a surtout tout un travail au long cours ensemble autour des parcours de victimes des pesticides, donc des agriculteurs qui ont essayé de se faire reconnaître, faire reconnaître des maladies professionnelles en lien aux pesticides. Il en est très, très peu question dans le livre et l'idée, c'est d'y consacrer un nouveau livre. Donc, ça me permet aussi d'annoncer la suite. C'est un peu la même histoire, mais d'un tout autre point de vue. Voilà, mais je m'en tiens là. Peut-être on va passer au débat. Je ne sais pas. D'accord. Alors, sur le débat, il y a déjà beaucoup de questions. Un certain nombre d'entre elles tournent manifestement autour de la question toxicologie, épidémiologie. Donc, peut-être qu'il y a nécessité de revenir simplement sur quelle est la différence entre ces deux approches et qu'est-ce qui les caractérise. Il y a une question qui porte sur toxicologie. Est-ce qu'on ne parle pas de plusieurs toxicologies? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des différentes notions derrière? Donc, une question aussi classique, mais qui a été déjà évoquée sur est-ce que les industriels n'ont pas trop d'influence sur les études toxicologiques et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et une question par rapport à l'expologie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une science, une approche scientifique intégrée qui allie donc épidémiologie et toxicologie? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui peut répondre sur ce premier bloc de questions un peu technique, enfin technico-scientifique. Moi, je veux bien dire un petit mot, mais peut-être qu'Isabelle et Laurence vas-y, Jean-Noël, et puis ouais. Non, les différences entre toxicologie et épidémiologie, pour dire vraiment très basiquement, il y a une science de laboratoire, la toxicologie, qui a plein de manières de procéder. Celle dont il est essentiellement question dans le livre, c'est les études in vivo, mais qui, encore une fois, sont donc sur des animaux de laboratoire, qui sont un peu l'alpha et l'oméga de l'évaluation des risques des pesticides depuis 75 ans, mais qui sont loin de résumer toutes les pratiques des toxicologues. L'épidémiologie, c'est plutôt une science, pour parler comme des collègues sociologues des sciences, c'est plutôt une science de plein air. Comme l'a dit Isabelle, c'est une science qui est plus difficile à normer aussi, et donc plus difficile à réglementer dans le cadre d'un usage réglementaire, parce que c'est une science qui repose sur des questionnaires auprès de populations réelles qui sont exposées à des facteurs de risque. Mais là aussi, il y a énormément de manières de procéder. Je ne vais pas faire un cours sur ce qu'est l'épidémiologie, mais voilà, c'est différent. Et de même qu'il y a plusieurs toxicologies, je l'ai dit juste avant, il y a aussi plusieurs épidémiologies, plusieurs façons de faire. Et Isabelle est aussi représentante d'une façon de faire de l'épidémiologie qui a mis en son cœur la question de la mesure de l'exposition, ce qui, comme je le disais en introduction, n'est pas du tout classique en épidémiologie. Donc, il y a plein de sensibilités et évidemment, ce n'est pas des univers. Je ne voudrais pas donner une présentation caricaturale au prisme du livre de ce qu'est l'épidémiologie, de ce qu'est la toxicologie. Sur l'influence des industriels, elle est importante, oui, elle est importante notamment en toxicologie, mais elle est importante par construction. Enfin, il faut bien comprendre que le système ne fonctionne plus si les industriels ne financent pas les études de toxicité sur leurs produits. Par analogie, c'est eux qui produisent les données sur lesquelles les agences travaillent derrière. Oui, enfin, pas que, mais oui, c'est assez normal. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas matière à s'en scandaliser dans l'absolu. Par parallèle, c'est un peu la même chose que dans le domaine du médicament. C'est-à-dire que qui d'autre que les industriels a intérêt à financer des études de toxicité sur les produits qui sont soumis à une autorisation de mise sur le marché? Du fait même de l'existence de cette autorisation de mise sur le marché, il y a un rôle central qui est donné aux industriels, qu'on le veuille ou non. Voilà. Après, on peut imaginer peut-être d'autres modalités, mais ce n'est pas simple. Mais à partir du moment où on met une autorisation de mise sur le marché, on demande aux industriels de fournir énormément de données. Et les industriels ont toujours beau jeu de dire, les industriels de la phytopharmacie ont toujours beau jeu de dire, mais nous,
nos produits, ils sont quand même vachement plus évalués, soumis à des contraintes beaucoup plus fortes que beaucoup d'autres produits chimiques qui peuvent être tout aussi déplorables du point de vue de leurs effets sur la santé. Et c'est pas aberrant comme rhétorique, hein. Ça pose plein de questions parce qu'effectivement, ça donne un poids de facto énorme au financement industriel dans la production des données disponibles sur les pesticides et leurs effets sur la santé. Mais encore une fois, ce n'est pas la seule source de production de connaissances. Et donc, il y a des recherches comme celle que mène Isabelle Baldi, celle que mène Laurent Suc, qui sont indépendantes de tout financement industriel. Ça existe. Mais évidemment, il y a un gros corps de connaissances qui est disponible, mais qui provient de financement industriel, direct ou indirect. Encore une fois, c'est un effet mécanique de la structure de contrôle qui place en son cœur une autorisation administrative de mise sur le marché et donc des dossiers soumis par les industriels. Juste sur l'expologie, un tout petit mot, oui, c'est au cœur du bouquin, hein, cette histoire d'expologie et cette espèce de science qui est en train d'apparaître depuis quelques décennies. La notion d'expologie, exposure science en anglais, c'est quelque chose qui a pris consistance dans les années 80-90, je dirais. Avant ça, ce n'est pas quelque chose qui est tellement identifié comme un domaine de recherche. C'est encore un domaine de recherche qui n'est pas très autonomisé, qui est au croisement de plein de disciplines, dont celle dont on parle ici, on le voit bien. Il y a aussi l'hygiène industrielle. On n'a pas de représentant là, mais enfin, c'est aussi… voilà. Alors, c'est aussi, malheureusement, ce n'est pas une solution miracle, parce que l'expologie, tout comme la toxicologie, tout comme l'épidémiologie, est aussi un champ de lutte politique. Et il y a aussi toute une appropriation sur laquelle revient le livre par les agences d'évaluation des risques d'un domaine d'expologie réglementaire très, très, très réglementé, pour le coup, dans lequel on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en matière de mesures d'exposition et qui s'est mécaniquement écarté au fil du temps d'une expologie ou de tentatives de mesures d'exposition plus académiques, plus fondamentales, moins prises dans les canons de la science réglementaire. Voilà. OK. Isabelle Baldi, peut-être, sur ces questions? Que l'essentiel a été effectivement résumé par Jean-Noël de façon très juste. Peut-être juste un peu rebondir sur la fin de son intervention par rapport à l'expologie qui, justement, n'entre nulle part. C'est aucune discipline universitaire, aucun cadre officiel, on va dire. Il n'y a pas de spécialiste. Et donc, nous aussi, on s'est mis dans ce créneau-là, mais en se décalant de notre position naturelle qui était celle d'épidémiologiste. Ce n'était pas forcément dans nos attributions, mais ça, on a considéré que c'était quelque chose qui était essentiel pour comprendre ce qui se passait, d'aller sur le terrain et de faire de la mesure d'exposition. Autrefois, on disait mesure d'exposition. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a inventé un nouveau mot qui est exposome, qui est beaucoup plus riche, parce que ça peut rimer avec génome, donc déjà, c'est un autre niveau. Mais c'est clair que ça a été un peu, on va dire, d'évaluer. En tout cas, pour nous, ça a été une source de problème, parce qu'on s'est demandé pourquoi des épidémiologistes faisaient de la mesure d'exposition. C'était vraiment qu'on ne savait pas faire grand-chose dans la vie si on faisait ça. Et on n'était plus dans les cadres, on n'était plus vous faites de l'agronomie ou vous faites de l'épidémiologie, enfin bref, ça a été effectivement extrêmement discuté, ça nous a coûté cher, j'en plaisante aujourd'hui, mais ça a quand même été quelque chose qui a eu des répercussions sur les carrières, donc c'est quand même aussi des conséquences non négligeables. Et en fait, effectivement, sur cette exposition et sur cette expologie et sur l'exposome, il y a beaucoup de choses encore à faire qui sont extrêmement importantes et qui font avancer sans doute plus vite que plein d'autres études épidémiologiques, d'analyse, de réanalyse de données, mais commençons déjà par bien comprendre ce qui se passe sur le terrain et comprendre les expositions avant de comprendre la santé, c'est fondamental, à mon sens. D'accord. Laurent Suc, peut-être, sur ces sujets? Oui, je vais répondre par rapport aux toxicologies, justement, parce qu'il y en a plusieurs, et puis je vois qu'il y a des questions aussi dans le chat. Donc, au niveau des toxicologies, effectivement, il y a en fait, la toxicologie, je vais dire, on l'apprend sur le tas, il n'y a pas toujours une formation dédiée à ça, mais en tout cas, il y a des milieux dans lesquels elle est pratiquée et selon l'endroit où on se situe, on ne va pas pratiquer la même toxicologie. Donc, je vais juste… il y a la toxicologie réglementaire, donc, qui est décrite dans l'ouvrage de Jean-Noël, qui en fait part sur l'évaluation du danger d'une molécule à travers en fait l'analyse des tests qui sont requis, notamment in vivo, et qui sont en fait des tests qui répondent à des lignes directrices. C'est-à-dire que pour autoriser une substance, on doit conduire toute une batterie de tests. Vous me direz, Henri, si je voilà. Mais en tout cas, donc toute une batterie de tests et qui sont en fait
normée. C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations sur les lignes directrices, et on le voit bien aussi dans ton ouvrage en Noël, c'est qu'on voit comment ces lignes directrices ont été négociées avec les parties prenantes pour qu'elles soient à la fois réalisables par les firmes et interprétables par les agences réglementaires. Donc, il y a cette toxicologie-là qui fait appel à des normes. Et ensuite, il y a la toxicologie qui, je caricature, mais en tout cas, je vais parler de la mienne, qui est réalisée dans les laboratoires publics, souvent qui intervient une fois que les substances sont autorisées. Et en fait, on va caractériser le danger, mais on n'est pas dans une dynamique de haut débit, c'est-à-dire qu'on va faire des études assez poussées, fondamentales, pour caractériser quelques molécules ou quelques mélanges de molécules. Et en fait, on ne va pas se caler sur des normes, des lignes directrices. Et d'ailleurs, souvent, on n'y va surtout pas, parce que les caractérisations, si les produits ont passé les tests réglementaires et ont été autorisés, c'est que finalement, ces lignes directrices ont été respectées. Mais par contre, on trouve des nouveaux mécanismes de toxicité qui n'apparaissent pas dans ces lignes directrices, et les substances peuvent poser problème du fait que les lignes directrices n'examinent pas tous les mécanismes de toxicité qui peuvent exister, et aussi des mécanismes de toxicité qui, en fait, ne sont pas du tout pris en compte, comme les mécanismes faible dose, donc de perturbations endocriniennes, où là, ce n'est pas parce qu'il va y avoir une grande quantité de produits qu'il va y avoir une grande toxicité, mais au contraire, c'est des substances qui vont être très actives à très faible dose. Et ce paramètre-là, dont je donne l'exemple, en fait, est très dur à mettre en place en termes réglementaires, puisque dans ce cas, ce n'est pas la dose forte qui fait le poison, mais la dose faible. Et donc, on n'est plus en mesure d'établir une dose réglementaire qui pourrait être tolérée, puisque le simple fait que ce composé soit présent même à l'état de trace peut avoir un effet toxique. Donc, ces connaissances-là, qui sont du coup assez fortement ignorées également, en fait, vont en fait souvent contre justement la toxicologie réglementaire, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des controverses, justement, à savoir si on prend en compte ces données ou pas. Et c'est vrai que en tout cas, la toxicologie fondamentale évolue comme une science avec l'accumulation des connaissances de par l'apport de plein d'autres disciplines, la cancérologie, la biologie moléculaire, l'épigénétique, etc. Tandis que la toxicologie réglementaire, en fait, n'évolue pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que les cadres réglementaires, il y a aussi les tests, il y a aussi les lignes directrices qui sont très difficiles à faire évoluer. Et c'est même assez frustrant parce que là, depuis 20 ans, il y a un essor, par exemple, sur les connaissances des mécanismes des substances cancérigènes. Et cet essor des connaissances-là n'est pas du tout pris en compte dans la toxicologie réglementaire. Et donc, les tensions sont de plus en plus fortes et de plus en plus vives, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et ensuite, j'ai vu qu'il y a une question sur effet cocktail et évaluation substance par substance. La toxicologie réglementaire traite la toxicité de substances prises individuellement, et on va évaluer une même molécule de la même façon qu'une autre molécule ait pu être évaluée, déclarée toxique et retirée du marché. Et s'il y a une molécule un peu similaire, elle va pouvoir re-rentrer dans le système sans qu'il y ait une influence sur la réglementation de l'autre. Donc, c'est hyper cloisonné et hyper formel. En toxicologie fondamentale, on peut étudier les effets cocktails, les effets mélanges, mais c'est souvent peu pris en compte également en toxicologie réglementaire, enfin en tout cas pour faire évoluer la réglementation. Donc c'est un des points aussi problématiques. Voilà. Ok, Henri Bassos, peut-être sur ces différents éléments, expologie, évolution des pratiques. Beaucoup de choses ont été dites sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, en toxicologie réglementaire, il y a le mot réglementaire, et donc effectivement, on s'accorde sur les règles d'évaluation et en tout cas de mise en œuvre d'un certain nombre de méthodes qui vont servir à décliner ces évaluations pour autoriser ou gérer les risques liés aux substances chimiques. Cette toxicologie réglementaire, elle vient pas de nulle part. Elle prend ses fondements aussi dans les connaissances scientifiques qui existent, et donc la toxicologie fondamentale ou d'autres disciplines de la toxicologie alimentent ces travaux.
qui après, finalement, sont discutés dans des instances. On parlait tout à l'heure des lignes directrices de l'OCDE, qui réunissent des scientifiques, des États membres, des agences, des industriels, d'autres parties prenantes, pour faire évoluer ces normes d'évaluation des toxiques. Ça prend effectivement parfois du temps parce qu'en plus, il faut mettre au point un certain nombre de méthodologies sur la base d'essais interlaboratoires pour harmoniser les pratiques et pouvoir analyser les résultats sur les mêmes bases scientifiques et techniques. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des champs à développer. Alors, on parlait de la toxicologie au regard notamment des perturbateurs endocriniens et des faibles doses. Il y a aussi là une évolution d'un certain nombre de guidelines de l'OCDE qui prennent en compte cette dimension des perturbateurs endocriniens, mais effectivement, il y a d'autres champs qui sont encore aujourd'hui assez inexplorés au regard de ce qu'on pourrait avoir comme connaissances scientifiques, notamment tout ce qui concerne comment dire, et là le mot bien sûr va m'échapper et j'ai oublié de le noter, les effets épigénétiques, par exemple, notamment de l'effet des stresseurs environnementaux sur l'expression du génome. Voilà, je pense que c'est peut-être encore aussi effectivement aujourd'hui un champ un peu inexploré en routine, notamment, mais pas que pour les pesticides, dans tous les autres champs de la toxicologie réglementaire, en tout cas de ce que je peux avoir à en connaître. Et après, effectivement, sur les questions de plus d'exposition, bon, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, là-dessus, mais se développe de plus en plus maintenant la nécessité d'essayer d'appréhender les expositions dans leur globalité. Je voyais là défiler la notion d'exposome dans le chat, une notion d'exposome qui aussi appelle à instaurer une vraie traçabilité des expositions. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand même aussi de savoir, voilà, si on parle simplement d'exposome professionnel, à quoi vous avez été exposé précisément au cours de votre carrière, parce que Il y a après, des questions aussi sur les concentrations dans les réseaux trophiques, etc. oui, alors enfin moi là, je vais plutôt m'intéresser à la problématique alors de D'accord. l'exposition de la santé humaine. C'est plutôt le domaine que que je vais un peu connaître un peu mieux. Donc, voilà, c'est effectivement les niveaux, les moments où vous avez été exposé, quel type de produit. Et après, ça, effectivement, là, on est face à un certain nombre d'autres défis encore sur l'intégration de ces différentes expositions. Et encore, je parle que de produits chimiques et pas des autres nuisances qui peuvent aussi être amenées, comme je disais tout à l'heure au cours de mes interventions, à moduler les effets de ces expositions à un certain nombre à des cocktails de produits chimiques sur votre santé, quoi. Donc voilà, il y a effectivement un certain nombre d'enjeux, à la fois méthodologiques, réglementaires, scientifiques, qu'on contribue, nous, à notre manière aussi de faire évoluer. Mais sur cette question de la toxicologie réglementaire et des expositions, voilà, je sais pas si je peux rajouter quelque chose d'autre, mais bon. Après, je voyais un certain nombre d'autres questions, peut-être qu'on y Il y reviendra, a une mais question, il y a une question assez pointue, mais peut-être que Jean-Noël Jouzel a une réponse aussi concernant le règlement 11.7/2009, qui porte sur la question de savoir est-ce qu'il est bon de distinguer les produits par destination plutôt que par dangerosité. Donc, d'avoir des règles en disant tous les médicaments doivent passer dans tel tuyau, tous les produits phytosanitaires doivent passer dans tel tuyau. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux distinguer les produits suivant leur degré de dangerosité plutôt que sur leur destination dans les processus de validation? Oui. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir toute la réponse, mais de manière générale, de toute façon, il y a un peu, le verre est toujours à moitié vide ou à moitié plein quand on regarde l'évolution historique de l'évaluation des risques des pesticides. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a beaucoup il ne faudrait pas laisser croire qu'on évalue les risques des pesticides aujourd'hui comme on le faisait en 1943 quand on a instauré pour la première fois une autorisation de mise sur le marché en France. Et en même temps, il y a quand même des très fortes continuités, au moins dans la philosophie d'approche, c'est-à-dire substance par substance, avec l'idée qu'un travailleur bien informé et bien formé est capable de se protéger, ce qui pose question. Et donc, le règlement de 2009 constitue à la fois une de ces avancées et en même temps une de ces continuités. C'est celui sous le régime duquel nous vivons.
il nous permet de rappeler quand même que tout ça est une affaire très européenne, hein, que ce n'est pas la France dans son coin qui peut décider toute seule de la manière dont on évalue les pesticides. C'est aussi une affaire très mondialisée. On a beaucoup parlé de lignes directrices depuis le début. Ces lignes directrices, elles sont produites par l'OCDE, donc l'Organisation de la coopération du développement économique, donc qui réunit les pays industrialisés, qui se sont mis d'accord dans les années 80-90 sur la manière d'évaluer les risques des pesticides, toujours avec cette double… c'est toujours, il y a toujours deux enjeux en même temps, Henri l'a très bien résumé. À la fois, il faut trouver des normes protectrices, et en même temps, il faut trouver aussi des formes d'harmonisation qui permettent aussi aux denrées alimentaires et aux produits pesticides eux-mêmes de circuler dans le cadre d'échanges transnationaux qui sont de plus en plus intenses. Voilà. Comment faire pour à la fois intensifier les flux transnationaux de marchandises et garantir qu'il y ait une évaluation de risque qui soit à minima harmonisée entre les pays entre lesquels Donc, il y a toujours la question d'encourager le développement et protéger la population. Évidemment, les deux ne vont pas de pair. Voilà, après le règlement de 2009, il maintient quand même pas mal de choses de l'état précédent. Alors, il introduit notamment des critères d'exclusion, des cut-off criteria, pour parler comme à Bruxelles, c'est-à-dire que tous les produits qui sont cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, avérés ou probables, sont exclus du marché. Mais en même temps, il laisse la possibilité aux industriels de démontrer qu'il y a une exposition négligeable à ces produits, ce qui permet d'obtenir des mesures d'exemption. Et donc, il a fait que renforcer aussi l'attention des industriels et des agences d'évaluation sur le contrôle des expositions. Il a toujours poussé un peu plus dans ce sens-là. C'est un peu les deux pôles qu'identifiait Laurence tout à l'heure, hein, caractérisation des dangers et caractérisation des expositions. De plus en plus, le paquet est mis par les évaluateurs de risque et par les industriels qui mettent les produits sur le marché sur la mesure de l'exposition, de manière à garantir que cette exposition est très, très, très limitée. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu, mais enfin, Henri Bastos, vous avez des lumières là-dessus sur la manière de distinguer les produits suivant les destinations, le niveau de danger? Non, mais je ne suis pas connaisseur un fin connaisseur de cette réglementation. Ce que je pourrais dire, on peut comme ça théoriquement s'interroger sur la meilleure façon d'appréhender l'évaluation des substances, puisque de toute façon, on va les retrouver dans différentes réglementations et parce qu'elles sont dans différents usages. Donc forcément, après, ça pose aussi ce qu'on disait tout à l'heure en faisant le rappel des expositions cumulées, de l'exposome, etc., qu'effectivement, ces substances-là, on va y être exposées par différents canaux. Donc la meilleure solution, si vous voulez, d'un point de vue strictement réglementaire, de savoir comment on les évalue et par quel canal elle doit passer, voilà, ce n'est pas une question sur laquelle moi j'ai réfléchi, je vais vous le dire tout de suite. D'accord. Mais en tout cas, la question se pose de savoir comment on somme, comment on cumule ces expositions. Et il me semblait, moi, finalement, que l'entrée par le travail, et en tout cas, c'est du côté des activités que je suis plus particulièrement amené à gérer à l'agence. On a décidé d'une manière un peu stratégique d'orienter tous nos travaux avec une entrée par le travail. C'est-à-dire que voilà, on s'intéresse à l'activité, hein, le domaine d'activité, le travail réel d'ailleurs des personnes, et en considérant l'ensemble des expositions, c'est-à-dire une approche poly-exposition, et en essayant justement d'intégrer l'ensemble des facteurs de risque que les travailleurs, finalement, auxquels sont exposés les travailleurs du fait de leur activité et de l'impact de cette activité, donc pas simplement l'activité telle qu'on la perçoit depuis notre bureau à l'ANSES, mais l'activité telle qu'elle est réalisée dans les conditions réelles de travail. Donc ça peut être aussi une approche. Alors, ce n'est pas une approche réglementaire, c'est une approche scientifique, méthodologique, avec de nombreux défis. Comment on considère les effets du travail de nuit, encore une fois, cumulés avec des effets des substances chimiques et je ne sais pas moi, d'autres facteurs de risque, par exemple du travail à de fortes chaleurs, etc. Comment on somme tout ça? Quelles sont aujourd'hui les connaissances qu'on a pour savoir l'impact des expositions cumulées sur des effets sur la santé? Donc voilà. Mais nous, la stratégie qu'on a de notre côté développée, c'est justement d'avoir une entrée par le travail pour éviter d'avoir à chaque fois à se poser la question simplement de différents canaux réglementaires. Donc Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport à ça en disant c'est gentil le travail. Guillaume. Pardon, excusez-moi Laurence, oui.
J'aimerais juste rebondir parce que par rapport, Henri, j'entends bien que dans la commission, vous rentrez par le travail, mais j'aimerais savoir comment, même peut-être Jean-Noël, tu pourras me répondre, j'imagine que ce livre est arrivé à l'ANSES avec justement quand même des conclusions assez fortes sur les mauvaises conditions de travail et les mauvaises protections individuelles. Et notamment, je dis un extrait, la conclusion de tout le chapitre sur tout le travail qui ont été menés par Pierre et Isabelle, sur le fait que les EPI, donc les équipements de protection individuelle ne protègent pas et même des fois peuvent accélérer la pénétration des substances. Et donc, la conclusion du chapitre, c'est quand même pour l'heure, en dépit de leur caractère alarmant, les données du projet PestExpo n'ont guère modifié les pratiques réglementaires en matière d'évaluation des risques des pesticides pour les travailleurs d'agriculture. Donc, Monsieur Basto, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Moi, ce que je vous réponds à ça, c'est que les pratiques, elles s'analysent sur le terrain, si vous voulez. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais je veux dire aussi, elles s'analysent, elles se pratiquent, elles s'observent sur le terrain, et après, la question, c'est comment on répercute ces informations dans le dispositif réglementaire qui a vocation à changer les modes d'évaluation. Ça, c'était effectivement la problématique. Alors après, il y a tout un tas de réponses. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour changer les pratiques d'évaluation, les modèles qu'on utilise, etc., il y a des canaux qui sont déterminés par un certain nombre d'acteurs entre eux sur le biais de consensus, d'intégration de différentes données de terrain, de données d'analyse des expositions, etc. Ça prend son temps, mais c'est des discussions qui aujourd'hui ont lieu. Moi, je ne suis pas, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas impliqué dans les pesticides tous les jours et dans la mise en œuvre de la réglementation sur les produits phytosanitaires. Si vous voulez des interlocuteurs qui le soient pour avoir des réponses précises, extrêmement précises sur où on en est de cette prise en compte de ces données, moi, je vous renverrai vers eux. Simplement, je sais qu'effectivement, l'ANSES, elle fait valoir auprès des différents autres acteurs, parce qu'on n'est pas tout seul dans notre coin à décider. Il y a une concertation, je le disais tout à l'heure, il faut se mettre d'accord sur les méthodologies, sur l'analyse des données qu'on fait, et ça se fait au niveau européen en coordination avec l'ensemble des autres acteurs. Donc, dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte ces données au niveau ou réglementaire ou au niveau de nos propres travaux, ce que je rappelais tout à l'heure, les travaux de 2016 sur les expositions des travailleurs agricoles, on les met en évidence, on met ce constat en évidence. On prend en compte les données de PestExpo aussi dans notre évaluation du lien de causalité sur les pesticides et cancers de la prostate dans le cadre de nos travaux d'expertise en préalable aux travaux de maladies professionnelles. Donc, vous voyez que en fonction des cadres, ça avance d'une manière qui n'est pas toujours la même et au même pas de temps. Mais évidemment qu'on a conscience qu'entre les pratiques réelles sur le terrain et puis les données telles qu'on peut les intégrer dans des modules d'évaluation ou des modèles d'évaluation a priori, on a deux champs différents. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais… Mais c'est parce que là, je comprends bien qu'au niveau vous parlez de modèles, mais là, on parle de travailleurs, en fait. C'est ouais. ça le… Donc, en fait, c'est plutôt aussi, moi, je ne sais pas, est-ce que vous auditionnez Alain Garrigou, Isabelle ou Pierre Isabelle, régulièrement? Isabelle et Pierre et Alain Garrigou faisaient partie du groupe de travail sur les Oui, expositions mais de travailleurs c'était il y a agricoles. 5 ans, je veux dire, Alors maintenant, je vous on le est en dis, 2021, là. depuis Alain Garrigou a rejoint aussi notre groupe de travail sur l'expertise des maladies professionnelles, et on a aussi à l'agence, nous, fait un long parcours d'acculturation à la question de l'analyse de l'activité, l'analyse du travail sur l'ergonomie, pour justement essayer de voir comment on peut, à un moment donné, si vous voulez, avoir une réflexion sur la différence entre ce qui relève du travail réel, enfin la réalité de la mise en pratique de ces substances, et puis ce qu'on peut en faire dans l'analyse préalable des modèles réglementaires qui sont les nôtres, par exemple. Oui, c'est une question en tout cas qui nous… voilà, qu'on arrive à notre mesure à essayer d'embrasser, quoi. Je voudrais réagir de manière courte, peut-être, juste de manière courte. Je vais pas être trop… Je pense qu'il faut surtout éviter de penser que c'est un problème de personne. Je crois que Henri a un esprit d'ouverture, il est là aujourd'hui, et déjà, je le remercie beaucoup de ça.
Après, les difficultés qu'on rencontre, elles sont bien réelles et je pense que tu le sais, Henri. Notamment, là, on vient de produire des données sur l'arboriculture et sur les contaminations des travailleurs en réentrée en arboriculture. Je ne vais pas citer l'agence, mais laquelle agence, mais on est en fin de non-recevoir pour se faire entendre sur ces résultats-là. C'est-à-dire qu'on nous a dit, allez voir à l'EFSA au niveau européen. Parce que nous, pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. En plus, vous avez fait ça avec des patchs, ce n'est pas la bonne méthode, etc. Il n'y a pas d'écoute en réel, en fait. Et ça, c'est vraiment un problématique. Et ce n'est pas un problème de personne et tu n'es pas en cause, Henri, en tant qu'individu dans cette situation. Tu n'es pas l'interlocuteur. Ah, Antoine, oui. Antoine Lambert, vous voulez peut-être dire un mot sur ces questions? Oui, je veux bien. Parce que on a l'occasion aussi de travailler avec l'agence qui reste ouverte et je connais bien Henri et je l'accuserai absolument pas de s'opposer à ce genre de choses. Mais c'est vrai que J'accuse personne. Hein. Je demande ce que fait l'agence parce qu'il y a du travail. Voilà. Non, mais je m'inscris dans la même démarche. En disant qu'aujourd'hui, y compris, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans les propos que je tenais, alors que je n'ai peut-être pas été assez clair pour que ce soit compréhensible de tout le monde, mais je pense que cette étude-là, qui sont quand même des travaux de l'agence, et ne sont toujours pas pris en compte. J'entends bien, Henri, la difficulté dans le cadre réglementaire dans lequel vous êtes, mais ne sont pas du tout pris en compte. Un produit aujourd'hui qui ne passera pas l'évaluation, qu'on continue, je te laisse m'arrêter si je dis des bêtises, parce que je ne sais pas non plus, je suis ni scientifique et je ne suis pas les règlements au jour le jour, mais on continue de lui appliquer la règle de mettre un EPI et qui diminue de manière, j'allais dire artificielle, ce n'est pas le mot qui convient, mais théorique dans les modèles, une baisse de toxicité de 70% de mémoire, un truc comme ça. Et aujourd'hui, on le sait très bien, je ne citerai personne dans l'agence, mais pour m'être entretenu avec des personnes en particulier qui ont ces responsabilités-là, estime que le travail réel qui est fait sur le terrain on peut continuer de prendre ces considérations-là. Je ne pense pas que ce soit la conclusion de l'étude et je ne pense pas que ce soit la réalité du terrain non plus. J'entends les difficultés réglementaires, etc. C'est pas pour faire ni le buzz ni pour critiquer qui ou quoi. C'est des problématiques qui sont réelles et qu'il faudrait peut-être ouvrir de manière un peu plus percutante parce que si les problèmes ils sont là, c'est là où il faut les traiter, quoi. Je peux dire un petit mot aussi? Oui, pardon. Oui. Juste, parce que Henri n'a pas complètement le beau rôle là, et moi je voulais d'abord te remercier d'être là. Et si tu es là, c'est aussi parce que tu as. Enfin voilà, d'ailleurs tout le monde autour de la table en témoigne, c'est que tu représentes une forme d'esprit d'ouverture qui n'est pas rare à l'ANSES d'ailleurs. Hein. Et je rebondis sur ce que disait Isabelle, enfin, c'est évidemment tout sauf une question de personne, et tu as cité plein d'initiatives qui me semblent, que moi je ne connais pas nécessairement, mais qui me semblent hyper prometteuses et très riches du point de vue de comment faire passer en politique des données scientifiques. Après, l'ANSES, c'est comme tous les corps administratifs et bureaucratiques, c'est une institution complexe, traversée de lignes de tension, de division. Le dernier chapitre du livre revient un peu dessus. C'est loin d'être une institution monolithique. Il y a des luttes de territoire en interne. Et je pense que je pense qu'on ne peut que voir d'un œil très favorable toute l'ouverture manifestée par l'agence vis-à-vis de certaines connaissances qui émergent et de la manière de se les approprier, d'en faire quelque chose. Ça, pour moi, c'est central. Et en même temps, autant je ne suis pas sûr que ça infuse partout de manière homogène au sein de l'agence. J'en doute même fort. Ok, pardon. Non, je vous en prie. Donc, il y avait des questions plus précises encore. Donc, une question, bon, c'est gentil vos trucs, mais alors le glyphosate, donc qu'est-ce qu'il faut en penser? Et une autre question sur les biopesticides, est-ce que ça rentre est-ce que l'évaluation est de bonne nature et qu'est-ce que vous pensez de l'évaluation des biopesticides? Sur le glyphosate, moi, je n'ai pas la réponse, mais par contre, c'est un très beau cas quand même pour réfléchir à quel point c'est difficile d'avoir des réponses absolument définitives sur la toxicité de produits, y compris quand ils sont très, très, très utilisés.
Et a priori, on est dans des conditions favorables pour faire la lumière sur la dangerosité du glyphosate. Ça reste compliqué de produire des données non controversées, non controversables, mais je pense que Isabelle et Laurence auront sûrement des éléments beaucoup plus précis que les miens là-dessus. Sur le plan épidémiologique, il y a encore il y a des études qui sont en cours, et ce n'est pas quelque chose qui est arrêté du tout. Nous, on continue dans notre chemin, quoi qu'il arrive, et évidemment, le glyphosate fait partie des substances, comme d'autres, qui sont regardées dans un certain nombre d'études épidémiologiques, mais qui prennent aussi parfois du temps à être produits. Ce n'est pas forcément toujours facile d'arriver à des conclusions, mais il y a des travaux, notamment sur les travailleurs des espaces verts, qui sont en cours. Donc, c'est des populations qui ont été très exposées à ces produits. Donc, peut-être une chance aussi d'apporter un nouvel éclairage. Ça, c'est sur le plan épidémiologique. Je ne sais pas si, Laurence, tu veux rebondir sur le plan toxicologique, sur ce qui est en cours, éventuellement. Alors, d'un point de vue toxicologique, en fait, on commence quand même à avoir un certain nombre de preuves, tant sur, d'une part, la cancérogénicité de la substance, que ce soit sur des données in vitro ou in vivo, avec implication d'une génotoxicité induite par un stress oxydant. Et concernant aussi d'autres effets, parce qu'on se focalise beaucoup sur la cancérogénicité, mais les effets toxiques du glyphosate commencent maintenant à être assez clairs en tant que perturbateur endocrinien et perturbateur épigénétique, c'est-à-dire qu'il va avoir une influence sur les repliements de l'ADN, et cet effet-là va être héritable donc, sur plusieurs générations. Donc, au niveau scientifique, il y a quand même maintenant une littérature qui est assez importante, et pour le coup, je pense qu'on aurait en tout cas, sur la caractérisation du danger, on aurait de données pour passer à la décision publique. Et un point aussi, peut-être, on peut en discuter, Isabelle, c'est qu'au niveau de l'épidémiologie, on avait quand même expliqué que le problème est que tout le monde était exposé au glyphosate, et que du coup, il serait de plus en plus difficile de faire sortir des données au niveau épidémiologique du fait qu'il n'y aurait plus de population de contrôle pour faire les statistiques. Donc, je ne sais pas. Oui, c'est quelque chose qui est assez transversal dans tout ce qui est exposition environnementale et professionnelle, c'est qu'il y a des risques qui sont un peu omniprésents. Néanmoins, on peut quand même faire des catégories de personnes les plus exposées par rapport aux moins exposées, même si on a plus ou pas ou peu de personnes non exposées. Ça n'empêche pas de regarder effectivement les plus exposées. C'est pour ça que je parlais un peu aussi des travailleurs des espaces verts, où c'est une population particulière et que peut-être c'est une chance, enfin une opportunité, on va dire, de mettre en évidence aussi des risques particuliers. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'innovation, d'imagination. Et certes, on a beaucoup axé sur la toxicologie, sur le glyphosate. Je pense qu'il ne faut pas lâcher aussi le versant épidémiologique, parce qu'on aura toujours sinon la difficulté, même si c'est important de produire la donnée toxicologique, d'extrapoler à l'homme derrière. Donc, c'est les deux versants. Et là, on a beaucoup entendu parler d'études toxicologiques qui n'avaient pas été financées, qui n'avaient pas pu aboutir, etc. On n'a pas du tout entendu parler d'épidémiologie, par contre. Oui, c'est Il y vrai. avait une question d'ailleurs qui portait sur la question des riverains, donc, mais ça rejoint un peu cette question, c'est-à-dire est-ce que c'était par rapport au moment où on se focalisait beaucoup sur les travailleurs pour des raisons évidentes, mais est-ce que la question des riverains et de l'exposition des riverains est suffisamment prise en compte? Alors, en ce moment, il y a pas mal d'initiatives pour essayer de mieux comprendre l'exposition des riverains. Plusieurs projets qui sont développés et qui vont continuer de se développer. Je pense que c'est essentiel de commencer effectivement par l'exposition, parce que c'est ce qui reste incertain aussi pour les riverains, enfin du moins le niveau d'exposition, les déterminants pourquoi certains sont plus exposés que d'autres, etc., en fonction des contextes agricoles qui sont adjacents. C'est sûr, mais je voudrais bien qu'on n'oublie pas non plus quand même les agriculteurs, parce que clairement, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de prévention, on se tourne vers la population générale, plus exactement, c'est plus la population générale qui est mise en lumière. Je pense quand même que c'est très dommage à ce moment-là de lâcher les personnes les plus exposées. Donc, il ne faut pas lâcher l'un pour l'autre. À mon avis, il faut continuer aussi de se préoccuper des agriculteurs, d'autant plus que ça finit par opposer les populations, ce qui est tout sauf souhaitable et productif.
Voilà. Mais par contre, je pense qu'il y a effectivement pas mal d'initiatives par rapport aux riverains qui sont en cours, qui ont démarré plus tard. Mais c'est peut-être légitime parce que justement, la population la plus exposée, ça reste les agriculteurs malgré tout. Et que si on devait voir des choses, c'est essentiellement chez les personnes les plus exposées que c'était possible de les mettre en lumière. Néanmoins, les riverains, c'est un vrai sujet. C'est un sujet, à mon avis, qui n'émerge que depuis 4-5 ans. Donc, là aussi, il faut un peu de patience, mais je pense qu'on va avoir des résultats quand même dans les prochaines années beaucoup plus consistants que ce qu'on a pour l'instant, en tout cas. Il y a une question qui est posée. Ah, pardon, excusez-moi, Antoine Lambert. Oui, alors je voudrais que, enfin, je veux que mes propos soient bien compris parce que là, je vais me lancer sur une corde et sans filet dessous. En tant que responsable d'une association de victimes, on va pas, enfin, nous, on n'a pas vocation à dire tous les produits sont pourris, il faut tout virer, c'est pas notre discours. Mais je ne sais pas qui sont les 150 personnes qui nous regardent, mais ce que je voudrais dire, c'est que le glyphosate, c'est le produit du buzz. C'est le produit de la communication, c'est le produit du grand public, parce que tout le monde le connaît. De nombreuses personnes l'ont éventuellement utilisé dans leur jardin. Éventuellement, il est relié à Monsanto et aux OGM. Donc, c'est le gros produit de phare, de politique, hein, et qui a fait monter la mayonnaise. En tant qu'utilisateur, agriculteur et défenseur des victimes, je voudrais quand même éveiller le grand public de dire attention, même si on règle demain matin le problème du glyphosate, je ne me permettrai pas de juger ou de contre-juger les évaluations scientifiques. Je ne suis pas compétent du tout pour cela, donc je me plie à ce qui est dit. On n'aura rien réglé parce que des problèmes, alors certes, il est très utilisé en grand nombre, etc., mais des produits qui sont CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, qui s'en utilisent toujours. Il ne faut pas faire croire au grand public que demain matin, quand on aura réglé le problème du glyphosate, je ne donne même pas d'issue, hein, je ne prends pas position sur quel que soit, on n'aura rien réglé du tout. C'est un faux ami. Je pense qu'il faut quand même, voilà, je laisse les autres éventuellement rebondir là-dessus, mais c'est quand même c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Il est connu de tout le monde, certes, mais il y a plein d'autres choses à côté. Et c'est pas parce qu'on aura réglé ça que les problèmes seront derrière nous. C'est faux. Vous avez un point de vue, Jean-Noël, là-dessus ou non? Totalement convergent avec celui que vient d'exprimer Antoine. Ça, je pense que il y a un effet loupe qui s'explique, hein, notamment par le succès commercial du produit. C'est pas non plus n'importe quel produit, mais enfin, c'est une toute petite partie du problème, ça c'est évident. Il y avait une question qui était posée et sur laquelle que Laurent Suc avait commencé à aborder tout à l'heure, mais est-ce que vous ressentez une pression très forte quand vous intervenez sur ces sujets-là, des groupes de pression, etc.? C'est que moi qui dois répondre. Enfin, je pense qu'on peut faire Non, une mais question. vous aviez commencé à aborder la question tout à l'heure en disant qu'en changeant de sujet dans vos travaux, vous avez senti une différence de pression. Oui, oui, c'est plus compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Disons qu'après, je pense qu'il y a les attaques viennent de par la structuration même de la recherche sur le sujet des pesticides. C'est que la toxicologie est souvent annonceur donc de mauvaises nouvelles et on nous oppose beaucoup entre le message qu'on va donner en termes d'impact, danger, puis quand il y a l'épidémio sur les conséquences sur la santé, et ensuite en nous disant mais de toute façon on est dans un système agricole, on ne peut pas se passer du glyphosate, donc tu n'as pas à t'exprimer sur les effets dangereux qui vont stresser beaucoup de monde, alors qu'on est dans un système dans lequel on ne peut pas sortir. Donc le problème, à mon avis, justement de ces pressions qui pourraient être résolues, c'est de faire bosser ensemble plusieurs disciplines, et notamment des agronomes qui pourraient s'impliquer aussi et d'ailleurs ils s'impliquent, mais on ne travaille pas ensemble. Alors justement, j'ai monté un réseau scientifique où on essaie de faire ça, donc on rassemble plus de 10 disciplines ensemble pour essayer de travailler conjointement sur une certaine catégorie de pesticides qui sont les SDHI, parce que disons que les clashs frontaux entre des enjeux
agricoles, alimentaires, enfin, qui sont réelles. Et puis, le côté protection de la santé publique et de la santé professionnelle, il y a toujours des affronts. Et donc, les pressions, en tout cas, pour ma part, viennent sûrement de là. Mais je pense que quand on aura réussi à décloisonner et à sortir de nos silos disciplinaires, ces pressions-là devraient se distendre un peu. Parce que c'est quand même c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Isabelle Oui. Baldi, vous avez… Oui, nous, on a commencé quand même pas mal à travailler. J'ai des agronomes dans mon équipe, donc ce plan-là, je pense, est peut-être un peu moins prégnant pour nous. En revanche, bon, ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, la première réponse qu'on m'a fait, c'est beaucoup trop compliqué, ne te lance pas là-dedans. Donc, ça, c'était clair. C'est le discours aussi qu'a eu Laurence tout à l'heure. Donc, ça, c'est une forme de pression malgré tout, en disant il faut mieux faire des choses simples que de s'engager dans ce type de recherche. Ensuite, j'ai eu des pressions au niveau de l'évaluation du glyphosate par le CIRC dont je faisais partie, ça c'est clair. J'ai reçu des courriers des avocats de Monsanto, donc c'est une forme de pression, c'était une intimidation. Et puis ensuite, il y a effectivement une difficulté au niveau de la valorisation des articles, alors pas forcément au niveau éditorial, en tout cas j'ai du mal à savoir exactement. Ce que je sais, c'est que les articles fuitent à partir du moment où on les a soumis. Ils arrivent directement sur des bureaux de journalistes ou ailleurs. Enfin bref, donc il y a déjà un petit souci à ce niveau-là. Et puis on a systématiquement, quel que soit l'article qu'on publie, des lettres de réponse, enfin de mise en cause, qui nous imposent donc de rejustifier pourquoi on a fait les choses comme ci, comme ça, et qui nous font perdre un temps fou d'ailleurs, et surtout qui sont agressives et donc qui mettent en cause et qui créent du doute sur l'article qu'on a pu publier. Donc ça, c'est quand même aussi une forme de pression qui n'est pas particulièrement agréable et qui est quand même assez spécifique, je pense, du sujet. D'accord. Jean-Noël, peut-être là-dessus, vous avez, enfin, votre bouquin est quand même sur la ligne, il n'y a pas un grand complot, etc. C'est plus compliqué que ça, mais ça existe quand même. Il n'y a pas un gros complot, ça, je pense que je le maintiens. Mais il y a des pressions, par contre, il y en a, c'est évident. Et les témoignages de Laurence et Isabelle sont précieux à ce titre-là. Voilà, mais le diable, il vient se loger dans les détails. Je pense qu'Isabelle rend bien compte de ce que ça veut dire concrètement, que la manière dont des industriels peuvent déployer des stratégies pour ralentir la production d'un consensus scientifique. Ce n'est pas nouveau, évidemment, ce n'est pas propre aux pesticides, et c'est bien réel. Voilà, ça va prendre cette forme-là, des courriers d'avocats, l'entretien de controverses scientifiques dans des revues, y compris de manière artificielle parfois, en tirant sur toutes les ficelles. Tout ça existe. Hein. Je n'ai pas du tout écrit ce livre pour dire que ça n'existait pas. Hein. Simplement, moi, le point du livre, c'est de dire que quand bien même tout ça n'existerait pas, on ne serait pas vraiment sorti de l'auberge, parce que je pense que le nœud du problème est quand même en grande partie ailleurs, dans la difficulté qu'on a à faire évoluer des modèles d'évaluation du risque qui sont forcément caractérisés par une inertie importante, parce qu'ils ont été négociés à l'échelle internationale entre une série d'acteurs. Les faire évoluer, c'est aussi réouvrir des boîtes de Pandore qui ont été fermées il y a un moment. Voilà. Et donc, même sans pression concertée des industriels, on ne serait pas du tout certain d'avoir une évaluation de risque totalement fiable des pesticides. C'est plutôt ça le point du livre. Voilà. Il ne s'agit pas d'opposer deux explications. Je pense qu'elles sont éminemment complémentaires et que, évidemment, les industriels ont très bien compris qu'ils pouvaient tirer parti de l'incertitude et de la controverse. Ce n'est pas un scoop. Henri Bastos, peut-être là-dessus? Simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Noël, après, je veux dire, la question de l'évaluation a priori des produits substance par substance, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la prévention, de la protection des risques. C'est un outil, effectivement, qui a ses propres limites. Après, peut-être que le meilleur finalement moyen d'éviter les problèmes sur la santé, c'est déjà de commencer par réduire effectivement les expositions. C'est pour ça que j'insistais sur une des conclusions aussi de Jean-Noël dans son bouquin, quoi, c'est de repenser aussi peut-être un modèle agricole. Enfin voilà, tout un tas de pistes qui me dépassent en tant qu'agent de l'ANSES. Hein, c'est pas ça, mais encore une fois, c'est un angle d'approche de la problématique. C'est pas l'unique. Il y a aussi d'autres moyens de renforcer la diminution des expos,
la préservation de la santé ou le changement de pratique pour diminuer ces expositions. Puis on voit bien tout un tas de politiques publiques qui visent à cet objectif de santé publique. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, encore une fois, prendre en considération la littérature scientifique pour affiner nos propres modèles dans le cadre que je vous ai indiqué, avec effectivement ces propres inerties et tensions qu'on voit, parce qu'on voit bien qu'elles existent dans ce modèle qui est aussi un modèle économique, quoi, quelque part. On arrive vers la fin de notre débat. Peut-être un mot de conclusion de chacun, si vous le sentez. Antoine Lambert, quel mot, quelle conclusion vous tirez de ce débat et de ce qui reste à faire? Il y avait une question sur les victimes auxquelles on n'a pas répondu d'ailleurs, mais ça va être un peu difficile de conclure alors que je n'ai pas entendu les préambules. Ah oui. Mais bon, on peut quand même rester optimiste. On voit qu'il y a quand même des gens et de haut niveau qui s'intéressent au sujet. J'espère qu'ils ne seront pas coupés dans leur élan par les difficultés par rapport à ce que disait Laurence tout à l'heure ou par rapport l'impossibilité des fois de faire des études scientifiques, quelle que soit la réponse qui soit donnée de toute façon, par des pressions d'industriels ou de particuliers qui veulent, ont des objectifs assez radicaux. Ça serait dommage qu'on en arrive là et qu'on prive les résultats de la science d'un certain nombre de choses. On peut regretter des fois d'ignorer ce qu'on sait, mais si on ne sait plus produire de la connaissance, ça sera encore pire. D'accord. Isabelle Paldi? Moi, je veux bien avoir quand même effectivement un message d'espoir en réponse à ce que tu viens de dire, Antoine. Clairement, on a quand même une chance énorme à l'université, c'est d'avoir notre liberté de direction et de navigation, on va dire, et de choix de sujet. C'est pas, personne ne m'a imposé ce sujet et personne ne me le retirera. Donc, c'est cette liberté-là que je compte bien exploiter, même si des fois il y a quelques pressions, on fait avec, c'est pas si grave. Je suis pas, effectivement, on peut pas facilement me faire partir de là où je suis. Et puis surtout avec l'espoir que ça puisse servir, parce que c'est ça l'objectif final, que ça puisse servir les populations qui sont concernées, ça c'est très important. Et moi j'ai une interrogation, alors je sais qu'Henri n'a pas la réponse, mais c'est vrai que, et je pense qu'elle ne se joue pas au niveau justement national, mais c'est de savoir comment finalement cette partie de ping-pong entre l'ANSES et l'EFSA à chaque fois n'est pas aussi un des éléments de questionnement qu'il faudrait avoir, parce que ce n'est pas en reportant sur le niveau européen qu'on finalement prend des initiatives sur le plan national. C'est une des difficultés, je pense. Voilà. Et merci surtout beaucoup à Jean-Noël, parce que tout son travail est particulièrement utile. Tu vois un peu tout ce que ça génère comme discussion et comme échange. Donc, je crois que c'est très riche et ça nous fait tous réfléchir beaucoup. Et si on n'avait pas eu cette observation-là, cet observateur-là assez unique, on n'aurait pas avancé. Donc, merci beaucoup à Jean-Noël. Laurent Suc? Pardon, j'active mon micro. Je ne sais pas si j'arriverai à faire une note aussi positive que mes petits camarades. Moi, la difficulté que je vois essentielle, c'est le côté de mal poser les questions dans toutes les conduites à la fois de recherche et puis à la fois d'expertise. Et je pense que la question des pesticides, qui est donc l'impact sur la santé qui est mis en évidence, justement tout ce système-là dans le livre, en fait, fait parfois occulter le fait que comment finalement la science peut être plus utile. Et c'est vrai que la question des pesticides, là, on la regarde juste avec les lunettes sur la santé professionnelle, et ça a tout son mérite. Mais à côté de ça, il y a les fondements dans la biodiversité, par exemple, qui sont des données réelles et qu'on ne peut pas non plus ignorer dans les décisions que l'on va prendre sur certaines substances. Et par exemple, le glyphosate, la question se réduit souvent qu'à la cancérogénicité du glyphosate, voire à sa génotoxicité pour la décision publique, alors qu'en fait, il y aurait une façon plus systémique de prendre la question. Et je pense qu'au niveau des pesticides, il ne faut pas attendre qu'il y ait toujours des preuves au niveau de la santé humaine
pour pouvoir prendre des décisions, il faut aussi se remettre en situation du fait que on a un effondrement de la biodiversité et ça s'associe avec des expositions de nos paysans à ces substances-là et des maladies chroniques. Donc, je veux bien continuer à produire de la connaissance dans les laboratoires. Je veux dire, moi la toxicité des pesticides, je peux faire plein de publis, je veux dire, je peux bâtir ma carrière dessus, mais je pense qu'à un moment donné, personnellement, moi, je vais arrêter. Je veux dire, je ne peux pas continuer à produire des connaissances qui ne vont servir à rien au final en termes de décision publique. Donc, il faut aller plus loin. Et je sais que c'est compliqué, mais à un moment donné, on va quand même être face au mur avec l'aggravation, l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique, l'augmentation des maladies chroniques, qui n'est pas seulement sur les maladies professionnelles, mais pour tout le monde. Et donc, il faut agir parce que là, on est quand même un peu dans le mur. Voilà. D'accord. Henri Bastos? Écoutez, encore une fois, moi je suis assez friand de ce genre de débat parce que ça permet justement de se placer du point de vue des différents acteurs, quoi, y compris en particulier ceux des agriculteurs. C'est eux qui produisent, c'est eux qui utilisent ces substances et ces produits et ils le font parce que voilà, il y a un moment donné un intérêt aussi à le faire pour eux, pour notamment sauvegarder leur production parfois. Après, ce que je retiens, nous, c'est que voilà, on continuera de s'appuyer sur l'ensemble des données disponibles et de fournir des avis robustes en assurant une publicité de ces avis. Et ces avis sont d'ailleurs tous opposables, critiquables, ils sont transparents, publiés sur nos sites Internet. Et aussi à maintenir ce dialogue permanent avec les parties prenantes, quoi. Encore une fois, pour aussi bénéficier de leur retour et adopter d'autres points de vue que le nôtre. C'est important aussi pour progresser de ce point de vue-là. Après, je retiens aussi ce que disait Isabelle, je trouve que c'est assez important, c'est qu'il y a un levier, il y a effectivement un levier entre le dialogue, entre les agences nationales et les agences européennes, peut-être qu'il faut peut-être plus pousser d'une certaine manière. Je pense que ça aussi, ça dépend beaucoup des ressources dont on dispose. On n'a pas parlé du modèle économique dans lequel on évoluait quand même, mais qui peut avoir beaucoup de répercussions. C'est-à-dire que nos interactions avec les agences, avec les autres pays, avec les parties prenantes en France, voilà, c'est un sujet quand même qui est relativement, qui est très controversé, très clivant, qui, au-delà de nos activités courantes, prend aussi des ressources pour essayer d'expliquer ce qu'on fait et de répondre aussi à un certain nombre de problématiques soulevées et pertinentes, hein, mais qui à un moment donné, voilà, atteignent un certain nombre de limites dans notre capacité, si vous voulez, à faire remonter un certain nombre parfois de problématiques réelles et peut-être sur lesquelles il faudrait pousser un peu plus voilà, les pions, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit pour essayer à un moment donné d'identifier peut-être les priorités d'action, ce qui peut avoir le plus de valeur ajoutée en termes d'évolution des dispositifs dans lesquels on évolue. Donc encore une fois, en tout cas, merci pour ce débat. Je trouve qu'il permet de faire avancer notre propre réflexion aussi sur ces sujets-là. Merci. Jean-Noël Jouzel. Je vais essayer d'être court. Merci à Isabelle, à Henri, à Laurence et à Antoine. Merci beaucoup encore une fois. Merci à tous les participants d'avoir assisté à ce débat. Il y a énormément de questions qui n'ont pas pu trouver de réponse. Et je vais peut-être juste finir par évoquer un thème qui est revenu plusieurs fois dans les questions, qui est celui de la reconnaissance parce qu'on a beaucoup parlé d'évaluation des risques, mais à l'autre bout du tuyau, il y a les utilisateurs et les effets des pesticides sur leur santé au concret, donc les maladies professionnelles. Il en a été finalement peu question aujourd'hui, mais évidemment, c'est une problématique. C'est une façon de prendre le problème qui ne rend pas non plus particulièrement optimiste, mais les maladies professionnelles liées aux pesticides, évidemment, existent. Elles sont pour partie reconnues. La reconnaissance est de plus en plus facile en raison des évolutions du droit, mais elle reste quand même un fameux parcours du combattant dans bien des cas. Donc, peut-être on en reparlera plus tard, mais je voulais finir en évoquant ce point-là. Pour le prochain livre. Voilà. Et donc, pour prolonger en tout cas ce débat, vous avez toujours la possibilité et même l'intérêt d'acheter le livre de obligation, Jouzel aux presses de Sciences Po. Voilà, achetez-le, volez-le, procurez-vous-le. Prenez-le en bibliothèque. C'est une autre idée. Merci beaucoup Guillaume en tout cas pour la Voilà. Merci à tous et
et bonne année malgré tout cela. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.